Et quelque chose qui est important, en fait, moi, qui me drive souvent, c'est pour ça d'ailleurs je fais l'immobilier, tu sais, j'aime bien les chiffres. Franchement, j'aime bien les chiffres. Je vais te parler d'un bilan d'une société, je vais parler d'un bilan de. Tu vois, je te vais donner des projections, même sur un bien immobilier, voilà, te donner vraiment un breakdown. J'aime les chiffres, mais j'aime les gens. L'immobilier, en fait, c'est les chiffres et les gens. Tous les deals qu'on fait, c'est au milieu même, tu regardes les sociétés, bah, c'est les chiffres, ok, quel est le return on investment, quel est le cash on cash return ou d'autres mesures, mais derrière, c'est des gens que tu vas devoir gérer. Tu as des interactions, le vendeur, les employés, les trucs. En fait, toute cette gestion fait que j'aime bien. En fait, je pense que moi, j'aime bien les problèmes en général. Tu vois, j'aime les problèmes. Non. Donc, plus le problème est gros, plus ça m'attire. Bienvenue tout le monde, bienvenue sur Débrouillard, le podcast où on continue de décortiquer l'entrepreneuriat sous toutes ses coutures. Ici, on parle de business, de stratégie, d'état d'esprit. Surtout, on vous donne des clés actionnables pour scaler vos projets. Aujourd'hui, on reçoit un invité rare. Il a quitté la banque d'investissement pour acheter des immeubles aux États-Unis sans mettre un dollar de sa poche. Il fait des flips à 50 000 $ de marge, investit dans des data centers et accompagne des investisseurs du monde entier à faire pareil. Son nom, Mr. GT Bugabo, et ce qu'il va partager aujourd'hui pourrait littéralement redéfinir votre vision de l'immobilier international. Ex-banquier d'investissement, investisseur global basé à Washington, D.C., il est le fondateur de plusieurs structures immobilières aux États-Unis. On va parler concrètement de fixe à 6 chiffres, data center, montage sans cash et surtout comment vous pouvez aussi co-investir avec lui dans des projets de haute envergure. Bienvenue, mon cher JT, tu vas bien? Merci. Quelle présentation. Je me disais, j'ai envie de connaître ce mec-là. Merci, merci pour la présentation, merci pour l'invitation. Et voilà, oui, en effet, en fait, je suis investisseur immobilier aux États-Unis et aussi en Europe. Parce que j'en parle peu, mais en fait, je suis principalement investisseur d'abord en Europe. Et donc, donc, j'investis sur Washington, D.C. dans tout ce qui est fix and flip houses. Je rénove plus d'une vingtaine de maisons pour mon compte par an. Et donc, à côté de cela, j'ai une société aussi de construction qui, elle aussi, fait partie, fait le boulot pour mes flips, mais pour aussi les flips d'autres personnes. Et en fait, donc il y a 3 ans, j'ai décidé de venir aux États-Unis et aujourd'hui, voilà, je rénove. Et depuis, j'ai rénové plus de 63 propriétés. Et donc, je suis passé en fait des flips, ceux que tu parlais de 50 000 $, à des flips beaucoup plus élevés maintenant. Et donc tous les problèmes en fait que j'ai affrontés ont fait que ont dû faire que je crée ces structures-là. Complètement. Parce que l'immobilier, c'est compliqué. Et donc, avant ça, j'ai vécu en Europe. Donc, je suis français d'origine rwandaise. Donc, j'ai grandi au Rwanda. Je suis venu en France, j'avais 10 ans. Tu es né au Rwanda? Moi, je suis né au Rwanda. Non, je suis venu en France, j'avais 12 ans. Et pour info, j'ai vécu dans 7 pays différents. Donc, j'ai quitté le Rwanda, j'ai un peu vécu au Kenya. Et donc, je suis arrivé en France, j'avais 12 ans, 13 ans. Et donc, j'ai commencé à vivre un peu à Paris et ensuite à Tours. Et donc, j'ai étudié en France et jusqu'au bac+2. J'étais à l'université de Tours. Et donc, après, j'ai décidé de faire un master en Angleterre. En fait, j'ai étudié aussi en Angleterre. Je suis un pays où je suis resté environ 4 ans. Et après mon diplôme, c'était en 2010. Je cherchais du boulot. Bon. En France, c'était compliqué. Mais j'ai eu la chance, le fait que je sois international, en fait, je cherche un peu toujours partout, de trouver un travail en Belgique, en finance. Ce que j'avais étudié. Donc, je suis tombé dans la finance en Belgique. J'ai fait ça pendant 2 ans, mais ça payait mal. Donc, j'ai décidé d'aller au Luxembourg. Et au Luxembourg, voilà, ceux qui le savent, Luxembourg, c'est le pays qui paye le mieux en Europe. Et pour quelqu'un qui travaille dans la finance, voilà, c'est le parfait endroit. Et donc, c'est là que j'ai bougé. Et donc, j'ai commencé à travailler dans la banque pendant un certain moment. Et pendant de 2012 jusqu'à 2019-2020, oui, j'étais dans la banque d'investissement au Luxembourg.
pour la Barclays Investment Bank, entre autres. Et donc, je faisais la valorisation de tout ce qui est des titres, comment dire. C'est dur en français d'expliquer parce que moi, malgré que je suis en français, en fait, je suis un anglophone depuis longtemps. Donc, vous voyez tout ce qui va être tous les produits structurés ou les produits dérivés financiers. Et donc, moi, je faisais la valorisation de ça. En fait, j'aidais les traders à prendre les décisions sur des investissements. Typiquement, c'était des options. Et donc, fort de ça, donc, je gagnais très bien ma vie. Et donc, j'ai investi dans l'immobilier. Et plus tard, on en parlera plus tard comment j'en suis arrivé là, mais j'ai investi dans l'immobilier en Belgique, au Luxembourg, en France aussi. Et quand j'ai eu suffisamment de moyens, j'ai quitté la finance et je me suis mis à 100% dans l'immobilier. Et donc là, à partir de là, de 2020 à 2022, je faisais des projets de développement immobilier, des petits immeubles de 8 à 12 appartements, dont je fais parfois encore. Hein. Et donc, et après, je pense que je suis tombé un peu dans mon confort parce que je voulais plus, en fait. Je voulais faire plus de choses. You know. Et donc, j'ai décidé de venir aux États-Unis. Et en passant aussi, j'ai fait une start-up avec mon cousin qu'on a acheté, qu'on a développé, qui s'appelle Little Green Box. Tu peux regarder. Elle est connue en Belgique. J'ai vu ça passer. Ouais, donc on avait multiplié le revenu en étant passé de 304 chiffres d'affaires à plus de 1,8 million. Donc, c'est une entreprise que vous avez rachetée. De 16 mois. Vous ne l'avez pas cofondée, vous l'avez rachetée, ensuite développée. On l'a racheté, oui, on l'a racheté. Okay. On l'a racheté, il était en train de. En fait, c'est une start-up, il avait une bonne image, c'est une dame qui avait créé ça et il lui restait 2 mois pour qu'elle fasse faillite. Et nous, on a repris ça voilà, pour un prix dérisoire, forcément. Et maintenant, voilà, c'est devenu une société quand même solide. On a acheté de l'immobilier aussi avec, qui permet aussi de. Ça veut dire les bureaux, tout ce qui est headquarters, ça nous appartient. C'était une franchise ou? Non, c'était pas une franchise. En fait, c'est une petite start-up mini ou une fille qui livrait des repas bio zéro déchet. Et donc, elle était sur les réseaux. Donc, elle a eu beaucoup de gens qui le suivaient. Elle a eu beaucoup de clients. Mais à un moment, elle a eu trop de clients. Elle n'arrivait pas à suivre. Et en même temps, elle n'avait pas la consistance. En fait. Tu vois, c'est le genre de personne qui arrive à faire démarrer une activité, mais qui ne peut pas avoir la consistance de la structurer. Donc, mon cousin, lui, il avait repéré l'opportunité. Et nous, le but, en fait, c'est quand on l'a pris, c'était de faire plus de marketing, d'augmenter, mais d'améliorer les opérations parce que c'est compliqué. Tu vois. En fait, on dit ça à livrer des menus, mais il y a plein de choses derrière qui se passent, tout ce qui est processus, préparation, achat. Voilà, c'est le chaos. Et plus de menus. En fait, c'était de l'acheter, mais on a changé toute la stratégie. On a gardé la même, mais donc, entre-temps, on a intégré plusieurs services parce qu'on livrait des repas bio zéro déchet. Donc, on a intégré des repas cuisinés, Little Green Food. Donc, en fait, on a fait un groupe parce que, entre autres, on a racheté des sociétés. On a racheté des sociétés pour agrandir le groupe, en fait. Autour de l'activité principale de cette entreprise qui était. On a fait Little Green Box, Little Green Food, ouais, voilà, et Little Green Way, you know. Il y a beaucoup d'autres aspects de la marque. Ça reste une petite société parce que c'est limité territorialement, mais on compte. En fait, à un moment donné, on a eu une trop grosse croissance et ça a eu des petits problèmes et donc on a dû ralentir. Ouais, donc tout ça arrivant avec les développements que je faisais, arrivé en 2022, je me suis dit, voilà, j'ai envie de tenter la chance d'aller aux États-Unis parce que j'ai toujours voulu venir aux États-Unis. Mais quelque part, je me le refusais parce que je me disais, j'ai un certain ego. Je me disais, j'ai pas besoin d'aller aux États-Unis parce que pour devenir riche, voilà, quelque part. Mais le suite a changé après la pandémie. Et c'est là que je me disais, non, maintenant, c'est la chance que j'ai. Et le but que. Moi, je suis venu, je ne vais pas vous mentir, c'est un but que j'avoue. Et je le dis clairement d'ailleurs, c'était d'ajouter un zéro à mon patrimoine. Peu importe ce qu'était mon patrimoine, il faut qu'il y ait un zéro de plus. On se comprend. Mais quand on parle de gagner 1 million et parler de gagner 10 millions, ce n'est pas le même parcours. Tu vois, c'est pour ça que les objectifs ils soient clairs. Et donc, en arrivant aux États-Unis, en prenant le visa, tu vois, l'investor visa, tu vois, il faut avoir du cash. Mais en fait, tu es venu donc intentionnellement. C'est pour ça qu'en fait, tu fais beaucoup de choses en peu de temps. Tu vois. Ouais. Et donc, en fait, moi j'ai une stratégie parce que, ayant vécu dans plusieurs pays, moi, j'ai une stratégie. Ma stratégie, c'est toujours d'avoir un fort network. Tu vois. Au-delà d'avoir une connaissance bien, mais d'avoir un très grand network. Yes. Et donc, en décidant de venir aux États-Unis, il fallait que je change tout parce qu'au Luxembourg, je suis connu. Voilà, j'étais dans mon confort. Et en Belgique, j'étais connu, j'étais dans mon confort. Tous les gens me connaissent. Et donc,
En bougeant ici, je suis sorti de ce confort-là. Et c'est là que j'ai commencé donc à networker. Dès le premier jour, en fait, je suis venu, j'ai commencé à networker. J'ai fait la première année 52 événements de networking. Tu faisais que ça, quoi. Ouais, mais ça fait, non, c'est un par semaine. C'est facile, tu vois, un par semaine. Sur ces 52 événements, j'ai rencontré, c'était 1052 personnes. Il faut que je vois dans mon système, mais c'était 1052. Ah ouais, tu avais déjà ton tracker et ton CRM là pour. Moi, je traque tout. Bah oui, et, tu vois, j'ai tout, c'est traqué dans mon blink. Enfin, dès que j'ajoute, et donc, je classifie chaque personne aussi dans le système. Et donc, 1000 personnes, 1052 personnes, il me semble, un peu plus. Même les mais potes? Je rigole. Ouais, en tout cas, mais il y avait eu 100 personnes qui étaient intéressantes, qui sont relevant, qui peuvent m'aider à un truc. Et après, on est à Washington DC, les gars. C'est pour ça aussi que j'ai choisi Washington. Washington, tu peux networker directement à la Maison-Blanche. Tu vois, ça m'est déjà arrivé d'être invité dans des repas où il y a des gens qui sont très puissants ici. Tu vois, et comment je suis arrivé, même moi, je ne peux pas te le décrire. C'est les steps, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais en networkant, tu trouves une personne et t'aimes bien. Je croise quelqu'un en chambre des représentants. Ah, je parle français, il est impressionné. Ah, donc, tu vois, en fait, tu arrives à. Quand tu as un certain mindset, tu arrives à passer. Tu vois, les choses flow plus facilement. Et donc, avec tous ces gens-là, en fait, bah, la liste de ces 100 personnes, il y en a avec qui j'ai fait des deals, il y en a, on est devenus amis, il y en a, mais voilà, ça m'a permis d'un peu de me faire connaître déjà dans le milieu immobilier. Yes. Donc, on va venir dans le détail sur ce que tu fais aux US avec l'activité immobilière. Je voulais qu'on revienne quand même un peu derrière sur ton parcours en Europe. Donc, toi, tu as commencé à investir en immobilier où exactement en France? À quelle période? Tu as fait quel type d'opération? En fait, j'ai commencé à investir dans l'immobilier d'abord en Belgique. Tu vois. En Belgique, ok. Je suis allé en Belgique parce que je travaillais au Luxembourg, tu vois. Et je travaillais au Luxembourg à partir de 2012. Tu travaillais au Luxembourg venant de la Belgique. Tu avais déjà vécu en Belgique. Ouais. En fait, il y a un hack. Quand tu travailles au Luxembourg, tu vois, le Luxembourg, c'est un pays qui paye très bien. Par exemple, le salaire moyen, le salaire minimum, je ne me rappelle plus, mais récemment, il était à plus de 2500 par mois. Tu vois. Net ou brut? Je pense que en tout cas, c'est plus élevé que la France. Net, bonne question. Je pense que si c'est brut, c'est plus élevé. Le brut, il doit être plus que ça, je pense. Toi, tu faisais combien? Si tu peux partager ça? Ah ouais, non, carrément. Non, mais moi, j'étais dans la banque d'investissement. Tu vois ce que je veux dire? En fait, quand je suis arrivé, d'abord, il faut savoir, je venais de Bruxelles. J'ai travaillé pour la BNP Paribas à Bruxelles. Et ce que je faisais, c'est du back-office à Bruxelles. Et donc, ça, c'était payé très moyennement. J'étais payé à l'époque 2200 euros. Et avec les taxes, je recevais peut-être 1800, quelque chose comme ça, 1700. Tu vois? Et à la fin, c'est la Belgique, c'est quand même taxé. Donc, quand j'ai bougé au Luxembourg, en fait, mon salaire a doublé. Tu vois, il est passé à 4000. 4000 brut, mais du brut honnête au Luxembourg, il n'y a pas une grosse différence, il faut savoir. Tu vois. Ils ne coupent pas beaucoup de taxes? Non, il n'y a pas une grosse différence, non. Tu n'es pas autant taxé, on va dire. Mais en tout cas, en net, on va parler que du net, je touchais 3000 en net. Quand je suis arrivé au Luxembourg, 3000. Tu vois, moi, je suis un fils d'immigré. Moi, j'ai grandi en France dans la cité où, voilà, l'argent, c'était dur à gagner. Moi, ma génération, c'était dur de gagner de l'argent. Tu vois, c'est pas aussi facile que maintenant avec les réseaux, les connexions qu'on peut se faire avec les gens. Avant, tu étais condamné à faire de l'argent que dans ton secteur. Donc, quand je suis arrivé, je gagnais 3000 par mois. Pour moi, c'était un hack de fou. Donc, je devenais malade. Et donc, j'ai fait une ou 2 années où je m'amusais un peu, etc. J'avais des bonus aussi. Et après, stock option? Des stock options ou juste des bonus de performance? Non, juste à ce moment-là, parce que je travaillais dans la banque d'investissement, j'achetais des options aussi, des trucs comme ça, tu vois. J'achetais des options, j'allais sur, comment ça s'appelle, Interactive Broker, brokerage. Mais en fait, en même temps, il y avait un YouTuber français qui s'appelle Olivier Seban. C'est pas un YouTuber, c'est un investisseur. En immobilier, ouais. En fait, j'ai commencé à suivre. Tout le monde, c'est quoi? Tout le monde a le droit de mérite devenir riche? d'être riche. Ouais. J'ai lu son livre. Et tu vois, regarde. Olivier Seban, l'expert immobilier, je me rappelle, j'ai écouté toutes ces vidéos en 2015-2016. Mon instinct d'investisseur. Parce que tu sais quoi, j'ai regardé ça. Tout le monde mérite d'être truc. Et il était sur YouTube, tu vois, et ses vidéos tout le temps, j'ai investi. Moi, j'ai jamais voulu investir dans l'immobilier parce que je me disais, c'est pas pour moi, tu vois. Mais lui, c'est un dinosaure, hein, parce que lui faisait depuis le début des années 2008-2009, il faisait déjà des trucs. Tu vois, il avait un blog, il avait déjà écrit, je pense, son premier bouquin. Ouais.
Oui, j'avais écrit un bouquin, je l'ai lu. Même j'ai vu assez de vidéos avec lui. Après, je me disais, j'ai envie d'acheter, tu vois. Mais après, je me dis, bon, j'avais compris, tu peux prendre un crédit. J'ai compris qu'en fait, c'est pas mauvais de prendre un crédit. Donc, voilà. Mais quand j'ai acheté le premier, vu que, tu sais, j'avais le choix, soit j'étais au Luxembourg. Au Luxembourg, les maisons, un appartement moyen en ville, c'était 500 000 euros à l'époque. Aujourd'hui, on est à 800, 900 000, tu vois. Luxembourg, c'est cher. Mais si tu traverses la frontière, pour l'équivalent, juste en étant à la frontière de l'autre côté où il y a le train, tu l'as à 300 000, voire même beaucoup moins cher. En te faisant qualifier comme travailleur luxembourgeois, ça passe. Voilà. En fait, quand tu es travailleur luxembourgeois, même si tu travailles dans l'Union européenne, plus ou moins, tu peux emprunter partout si tu veux, tu vois, avec un salaire européen. Et donc, du coup, le premier appart que j'ai acheté, c'était ça. C'est à force de regarder les vidéos d'Olivier Seban. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais, mais je voyais que c'était peu cher. Même, ils avaient baissé le prix. Tu vois, il y avait la psychologie du gars qui veut acheter peu cher. Et je leur ai fait t'avais négocié genre... Ouais, ils avaient un appartement listé à 197 000. Mais magnifique, l'appart. Attention, enfin magnifique. Ça, c'était les phrases d'Olivier Seban. Alors, qui pose tout dans ces deux. Est-ce que tu as négocié? Tu as pu enlever non, je négocie. J'avais écouté toutes ces vidéos-là, donc imagine. Non, en fait, je vois l'appartement. Et donc, je vois, il était à rénover. Enfin, il fallait rénover, personne ne le voulait, il était sur le marché. En 2012, pas beaucoup de gens achetaient encore. En 2013, 2014, pas beaucoup de gens achetaient de l'immobilier à l'époque, tu vois. En tout cas, c'était pas mainstream sur Internet. C'était pas mainstream, les taux, ils étaient bas, mais le marché était très, on venait de la crise, tu vois, la crise, elle avait duré longtemps, l'économie mettait longtemps à prendre. En fait, dans les villes, quand tu allais, tu voyais plein de panneaux à vendre. Et ça me faisait encore plus cogiter, parce que je me disais, mais il y a tout à vendre ici, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Ouais, donc j'achète l'appart. Enfin, je trouve un appartement listé sur ImoWeb à 197 000. Mais j'avais vu qu'il avait besoin de travaux. Il était resté sur le marché plus de, je sais pas combien de jours, genre 6 mois, quelque chose comme ça. Je leur fais une offre. Et je leur fais une offre basse, genre non, je leur fais ma première offre. Je leur fais à 150 000, bien sûr. Ils étaient vexés. Ils n'ont pas voulu me revenir. Ils ont baissé le prix. Je n'ai pas lâché l'affaire. Je continuais à appeler l'agent tout le temps. J'avais aimé l'appart parce qu'il avait un haut plafond, etc. Et voilà, c'était grand, 100 mètres carrés. Et c'était juste devant la gare. En fait, de la gare de Arlon, c'est la ville, donc la première ville de Belgique. De Arlon au Luxembourg, en train, c'était 15 minutes. 15 minutes, je suis au centre-ville du Luxembourg. Et l'appartement, il est juste en face de la gare. Donc, c'est magnifique. À 170, enfin, je l'ai eu à 170 000 au final. Mais j'ai négocié au final. Après, je l'ai eu 170 000. Mais l'histoire raconte parce que cet appartement, il m'a servi à avoir plein d'autres choses après. Mais je l'explique. J'achète l'appart et donc je fais les premiers devis. Moi, je le dis toujours, moi, j'ai toujours été je suis un gars qui aime bien économiser, etc. Tu vois, je ne suis pas un dépensier, je suis pas. Voilà, si je vois un moyen d'économiser, j'économise. À l'époque, encore pire, j'étais un crevard, tu vois. Je fais faire un devis, le gars me dit, je peux te rénover l'appart pour 36 000. 36 000, c'est beaucoup d'argent. Je ne les ai jamais gagnés, donc je regarde le devis le premier jour. En même temps, je travaille à la banque. Hein. Mind you, ça veut dire, je quittais la banque, je regardais. Ah, il a dit pour démolir 5 000. Et donc, je prends la masse, je fais Ah ouais, quand même. OK. Je raye 5 000. Et je te jure qu'au bout de quelques temps, je me suis retrouvé à rénover l'appart. Maintenant, j'ai beaucoup de potes de Bruxelles, de Belgique. Eux, ils venaient. On mettait des bières sur le chantier, on mettait de la musique. On travaillait. On finissait, on allait en boîte. Tu vois pas. C'était copain. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, il y en a qui savaient faire des travaux et tout. Et je te jure, la part, je l'ai fini tout seul avec des potes qui m'ont aidé à gauche, à droite. Tu as déjà aussi des potes qui voulaient apprendre comment on fait le parquet. Moi aussi, pareil, on apprenait tous, en fait. Donc, la part, j'ai fini. Il fallait mettre combien de mise de fonds, apport? Ah, bonne question. En fait, en Belgique, il faut savoir, pour acheter, les banques souvent vont te demander un apport si c'est un investissement. Mais moi, je l'ai acheté comme domicile principal. Et la barrière en Belgique, en fait, comparé à la France, c'est que les frais de notaire sont très, très élevés. Les frais de notaire, les frais d'enregistrement sont de 12%. En France, c'est 6%, quelque chose comme ça. Aux États-Unis, c'est 3%. Le double. Donc, ça crée une rigidité en termes de transactions, en fait. Tu vois. Donc, quand tu achètes, tu as déjà ces 12%. Mais moi, il y a une règle spécifique qui permet d'avoir un taux réduit de 6%. C'est une règle particulière qui fait que si tu as un revenu cadastral inférieur à une certaine somme, tu as ça. Bon, tu me connais, moi, j'ai choisi le 6%, obligé. Donc, je l'ai acheté et donc, ils m'ont financé 100% et donc, j'ai payé les frais de notaire, etc.
Que les frais de notaire, tu n'as pas eu à mettre. Ouais, voilà. Okay. Mais par contre, les travaux, je les ai financés de ma propre poche. Ça veut dire chaque mois. De tes propres muscles. Chaque mois, je mangeais des tomates, je mangeais des. Voilà. Tu vois, mon salaire, il tombait, il n'allait que dans les travaux. Mais tant mieux, ça m'a aidé parce qu'au final, voilà, j'ai vécu dans l'appartement. Je payais un crédit c'était environ 600, quelque chose comme ça, 690 par mois, pas grand-chose. À l'époque, tu payais combien de loyer avant que tu... Ouais, 700, on va dire l'équivalent de 700. Tu rajoutes les taxes à la fin, ce que je payais à la fin de l'année, on va dire, tu mets tout à 800 pour la maison. Donc, je veux dire, avant que tu n'emménages dans cette résidence principale, tu payais combien de loyer tu vivais au Luxembourg, non, quand tu bossais au Luxembourg? Non, avant que j'emménage dans ce loyer, non, je travaillais au Luxembourg, mais j'ai toujours loué du côté de la Belgique. Parce que ça ne me servait à rien d'aller payer un loyer de 2000, 3000. Ah, c'était plus moins cher de vivre en Belgique. Voilà, là où j'étais avant, voilà, c'était juste à côté, je payais 500. Donc, j'augmentais mon loyer. Mais je vivais beaucoup plus grand. Et en plus, quelque part, c'était ton argent que tu accumulais dans ton équité, quoi. Exactement. Ça, c'était la première opération, même c'était en privé, ça m'a rassuré. Et c'est là que, à partir de là, je commençais à regarder les autres vidéos de BFM Business. Est-ce que tu regardes BFM IMO? Non, je ne savais même pas qu'il y avait BFM IMO. Ouais, okay. BFM Business, en fait, il y a un gars qui s'appelle Olivier Delamarche à l'époque. Olivier Delamarche, je le connais. Il est en Suisse maintenant. Voilà. Il fait les vidéos avec Tiger, comment il s'appelle? Voilà, mais il y a plutôt des gars qui parlaient immobilier. Mais lui, il parle plutôt des options. Il parlait d'immobilier aussi. Moi, je l'écoutais parler plus des options, la bourse. Enfin, il y avait Olivier BFM Business, attention, ils évitaient Olivier Delamarche, mais il y avait ils avaient d'autres experts qui parlaient de l'immobilier. Okay. Je vais te dire, il y en a un qui est en particulier, qui est connu, qui est à Lyon, je ne me rappelle plus, mais la maison de l'investisseur. Il est très connu, très bon d'ailleurs. Tu vois, okay. J'ai oublié son nom. En tout cas, je regardais les vidéos à l'époque, il disait, n'achetez pas un appartement, achetez plutôt un immeuble, tu vois. Donc, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ego, tu vois. Donc, je me dis, non, je me suis dit, j'ai envie d'acheter un immeuble. Je ne sais pas pourquoi, il y avait un truc. Et même, j'ai regardé un peu l'histoire de Trump, tu vois, où il achète un immeuble, mais Trump, tu vois. Donc, quelque part, je me suis toujours dit, non, j'ai envie d'acheter un immeuble. Et donc, il m'a pas fallu longtemps, avant même que ma rénovation soit finie dans l'appart. J'étais en train de chercher. Il y avait plein d'immeubles à vendre dans la même ville. Pas beaucoup d'acheteurs. Et donc, moi, ma stratégie, c'est que je visite tous les immeubles et je fais des prix à la baisse, tu vois, comme au marché. Genre agressif ou quand même raisonnable? Moi, j'ai agressif, j'ai pas peur. Je fais ça même ici, c'est comme ça, tu vois. Agressif, et tu serais étonné. Franchement, tu serais étonné des opérations que tu puisses faire. Tu serais vraiment étonné. Non, donc, je faisais des offres agressives, donc des refus, etc. Il y a cet immeuble-là que j'ai vu, franchement, bel immeuble d'angle et tout. J'aime bien les immeubles d'angle, lumière traversante, 3 appartements et un commerce. Et donc, j'ai visité, tu pouvais ajouter un autre appartement. Et donc, je le visite, il était à vendre. Un étage quand tu dis un autre appartement, ou bien tu aménageais le DAC, comment on appelle? En fait, c'est un immeuble 4 appartements, mais 1 sur 1, one by one, tu vois. Qui est dans un angle. Et donc, en fait, tu as des baies vitrées qui entourent un peu. Attends, mais si je peux partager mon écran, je vais te le montrer, mais je vais dire. En bref, cet immeuble-là, j'aime bien parce que tout ce qui était au-dessus de 4, ça représentait pour moi une certaine sécurité. Pourquoi? Parce que je me disais, tant que je multiplie le locataire, si j'ai un impayé, ça n'aura pas d'importance. Tu vois? Et donc, il était à vendre à 260 000, ce qui n'est rien. Aujourd'hui, les prix ont augmenté massivement. Et donc, à 260 000, moi, j'ai fait ma première offre, c'était à 170 000, pareil, refus. Ils trouvent quelqu'un qui a signé avec eux, ils vont sous contrat, mais finalement, la personne renonce au contrat. Et en fait, j'apprends que le gars qui vendait ça, c'était un des immeubles, parce que c'est une petite ville, hein, tu te renseignes un peu, le gars qui vendait l'immeuble, c'est un gars qui a 28 immeubles dans cet endroit-là. Et parmi ces immeubles-là, c'est ses parents qui lui ont transmis. Tu vois, il y a beaucoup de riches belges dans la campagne, tu as beaucoup de riches belges, mais qui ressemblent à des homeless, tu vois, comment on appelle ça en France? À des sans-abri. Vous verrez, tu croyais que c'est un sans-abri. Mais le gars, il a 28 immeubles. Il vendait cet immeuble-là. Il a un shop. On m'a dit le shop où il était, je suis allé discuter avec lui directement. Ah ouais? Ouais. Et même moi, plus moi à l'époque, tu sais, il y a plein de gens, ils me disaient, parce qu'il y a des gens de la communauté que je parlais, ils disaient, mais t'as pas peur, c'est un facheux, etc. Moi, je dis, non, moi, je dis toujours, je vais discuter avec lui. Il a quelque chose à vendre. Moi, je peux lui proposer une solution. Comme disait Olivier Seban. Donc, forcément, on peut discuter. Écoute, j'aime bien ton immeuble, etc., mais c'est cher. Je lui explique pourquoi.
regarde, je dois payer 12% de frais de notaire en plus. En plus, je dois payer ci, ça, j'ai pas beaucoup d'argent. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme accord, tu vois? Est-ce que tu peux me financer quelque chose? Et lui, il a dit Comme ça, non. au culot. Tu lui as demandé ça comme ça. Ouais, parce que moi, j'ai dit à 170 ou tu finances quelque chose. Et lui, il m'a dit non, je ne peux rien financer. En fait, il faut savoir, moi, je ne voulais pas payer des frais de notaire. Ils sont élevés, tu vois, il y avait 12%. Plus un apport parce que c'était un investissement. En tout, ça me revenait à 36 000. Ouais, c'était plus ta résidence principale, ouais. Mais je ne les avais pas parce que je venais de faire des travaux. Tu vois, je n'avais pas cet argent. Mais je voulais acheter l'immeuble. Tu sais, voilà, c'est la folie de. Donc, je signe le contrat, enfin, je me mets d'accord avec lui sur un montant de 210 000. Tu vois, 210 000. Il a quand même un petit peu baissé. Il n'est pas parti jusqu'à 170 000. Ouais, il va de 260 000. 000. Mais j'étais le seul. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui achetaient des immeubles. Les gens, voilà. J'étais dans l'avantage, c'est que dans ces négociations, j'étais seul. Je savais que j'étais seul. Voilà. On signe. Maintenant, je vais voir la banque. C'est la banque. Moi, j'utilise plusieurs banques, mais il y a une banque que j'ai trouvée en Belgique spéciale où vous avez un agent, une banque Fintra. Je vais les voir. Le mec, il me dit OK, tu veux close sur ça, il te faudra 36 000 euros. Il faut que tu montres la preuve que tu les as. Tu vois. Normalement, une banque normale t'aurait demandé, montre-moi la preuve. Tu vois. Surtout quand tu vas dans les. Il faut éviter les grosses banques. Tu vois, les grosses banques où ils se rappelleront pas. Il y a pas plus de vérification. Moi, le gars, il voyait à l'époque. En plus, à ce moment-là, je venais de changer de boulot. Donc, maintenant, je gagnais plus 3 000, je gagnais 6 000. Tu vois. Et donc, mais je n'avais pas le cash quand même. Je n'avais pas d'argent. Mais le gars, il a regardé, il a dit, moi, je lui ai dit, franchement, je n'ai pas l'argent, mais je peux le trouver. Lui, il m'a dit, non, écoute, normalement, je dois te demander la preuve, etc., de 36 000. Moi, je vais aller en avant avec le financement, mais au jour où il y a le closing chez le notaire. Et le conseiller, c'est ton conseiller qui te dit ça? Oui, c'était mon conseiller. C'est un gars, en fait, c'est mon cousin qui m'a envoyé un conseiller. Il m'a dit, lui, il est OP, c'est un bonhomme. C'est un vrai bonhomme, le conseiller. Et lui, il m'a dit, écoute, monsieur Mugabo, c'est vrai, lui, il parle comment? Il a dit, c'est un putain d'investissement. Pourquoi c'était un putain d'investissement? Le truc, l'immeuble, il y avait 4 apparts. Je pouvais louer chaque appart 600, 650. En crédit à 210, je paye 800 balles jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Tu vois, 800 balles par mois, ce qui n'est pas grand-chose. Et j'allais augmenter les loyers, tu vois. Tu as toujours l'immeuble? Oui, j'ai toujours l'immeuble. Justement, je dois aller en Europe pour le vendre, justement. Ah, c'est ça que tu viens vendre quand tu voilà, veux. Voilà. Ok. Ouais, je suis en train de un peu. Ah ouais, là, ça va faire un joli multiple, là. Ouais, obligé. Non, mais attends, cet immeuble-là, lui aussi, il a son histoire. Parce que moi, j'aime bien faire des faits de levier sur des choses, tu vois. Au-delà de la chaîne de l'immobilier, moi, je comprends qu'il n'y a pas que de l'immobilier. Derrière, en fait, moi, je dis pas, je suis un gars qui investit dans l'immobilier, je dis, je suis un receleur de dettes. Tu vois, je prends une dette à ce prix-là et je la revends à ce prix-là. Parce que le jour où je revends cet immeuble-là, quelqu'un, lui aussi, il prend une dette et voilà, vice-versa. Donc, complètement. Je suis un pourvoyeur de dettes, au milieu, il y a l'immobilier. Tu vois, c'est ça mon levier, mon gaz, tu vois. Complètement. Et donc, du coup, l'immeuble, je l'ai. Non, enfin, je le signe, mais il fallait 4 mois pour que je trouve les 36 000. Et donc, les 36 000, je ne les avais pas, mais j'avais un nouveau boulot. Donc, j'ai fait le calcul. Je me dis, je dois close dans 4 mois. Tu sais, en Europe, ça prend 4 mois au moment où tu as signé le compromis pour aller chez le notaire. Et donc, je me disais, un mois, donc 3 000, un autre mois. Donc, ça ne me faisait que 12 000. Donc, je me disais, mais il manque de l'argent. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait à l'époque? J'avais un fort pouvoir d'achat, en fait. Et il y a un truc qui revend des voitures qui sortent de leasing, tu vois. Ça s'appelle CarNext, quelque chose comme ça. CarNext, en fait, moi, je m'y connais aussi un peu en voiture, j'aime bien les voitures. Et donc, mon plan, c'était d'acheter une voiture à crédit. De le revendre. Ouais, la revendre. Comme ça, je trouve que j'ai les 24 000 qui me restaient. Mais tu continues de payer la petite traite de la voiture à côté. En fait, c'est juste pour gagner du temps. La traite de la voiture, dans ce cas-là, je lui dis, c'est jamais sur l'immeuble. Je dis, c'est le poids de l'immeuble maintenant, tu vois. Ouais. Mais ça n'avait pas d'impact au niveau de ton scoring. Bon, je pense que ce n'est pas les mêmes notions de scoring comme aux US. Mais le fait de. Non, c'est différent, mais je t'expliquais. Le truc, c'est que maintenant, j'achète la voiture à crédit, mais j'achète à crédit. Mais en fait, il faut savoir, à crédit, je gagnais déjà 6 000 balles. 6 000 balles, c'est beaucoup. En plus, je payais un loyer de 600. Je présente un banquier lui-même, il se dit, mais le mec, il ne dépense rien. Il regarde même mon compte tous les mois. Bon, il y a des travaux. Je lui explique qu'il y a des travaux. Il voit qu'il y a du cash qui rentre. Tu vois. Bref, du coup, donc, moi, j'ai finalement acheté une Audi A5. Ouais, c'était une Audi A5 Sportback stylé, propre. Je l'ai acheté 20 000 balles et j'ai réussi à la revendre plus cher. Je l'ai vendu 23 000 à un Français d'ailleurs. Un Français sur, comment s'appelle le site français là où ils vendent
Le Bon Coin. Le Bon Coin, ouais. Ouais, en français de Metz, etc. Donc, je dois lui revendre, mais lui, il me paye donc cash. Avec le cash, donc, j'ai le cash, je vais close chez le notaire. Avant ça, ils ont remarqué, bien sûr, que j'ai pris un crédit voiture, mais ils s'en foutent parce que, tu sais, c'est dans ton droit. Chaque personne a un crédit voiture. C'est normal. Eux, ils ne se disent pas que j'ai utilisé la voiture pour close. J'ai utilisé cet argent. Exactement. Certes, tu as pris un truc de voiture, mais tu as quand même le cash qui est là. Ouais. Voilà. Putain, et maintenant, pareil, même les travaux, la même chose. Mais est-ce qu'ils t'ont quand même. Est-ce qu'ils ont, ils en ont parlé oh là, tu as pris un crédit auto, ils n'ont pas évoqué le sujet, mais tu sais qu'ils ont vu quand même. Non, mais le truc, c'est que dis-toi, je gagne 6 000 balles déjà. Ensuite, je paye un crédit de 600 là où je vis. Ensuite, tu prends un crédit de voiture, tu rajoutes 400, 500 balles, c'est rien. Tu sais, pour eux, ils se disent. C'est dans les ratios, quoi. Non, c'est largement. T'es au-delà, parce qu'en fait, en Belgique, il faut savoir, le rapport d'endettement, il n'est pas pareil qu'en France. En France, tu es limité à 30%. 33%. Ouais. En Belgique, on dit, tu peux aller jusqu'à, même au-delà de 50%. Ah ouais, quand même. C'est le reste à vivre. On va compter le reste à vivre. Ça veut dire, quand on va regarder si on va te financer, imaginons qu'on me finance, mais moi, ça donne un rapport de 50%, mais ce qui me reste à vivre après avoir payé mes crédits, il me reste 3 000 balles. Qu'est-ce que tu dis? Là, la capacité, en fait, cet endettement-là, il est élastique en Belgique. En France, il est limité à 33%. Ouais, donc, j'achète l'immeuble, je le rénove pareil, petit à petit, j'enlève un locataire qui paye 300, j'en remets un autre qui paye maintenant 800. Attends, les travaux, t'es allé aussi où tu as pris des gens cette fois-ci, parce qu'on parle quand même de plusieurs. Ah non, les travaux, j'ai fait, en fait, j'ai croisé, moi, je crois que tu croisais beaucoup de gens. J'ai un petit Roumain que j'ai utilisé, il a fait le premier. Roumain, c'est pas une insulte ici, hein, c'est parce qu'il vient de là. Pardon, excusez-moi, ouais. Non, mais j'ai dit, aux gens, parce que les gens vont croire. Non, j'ai un gars que j'ai trouvé, pas cher, il a fait, mais il a mal fait les travaux. Tu sais, je faisais mon expérience aussi, donc j'ai dû refaire. Mais en faisant refaire, j'ai trouvé des gens, oui, qui font les travaux. Tu vois, à ce moment-là. Ouais. Mais j'ai fait la peinture du hall intérieur. C'est moi-même qui l'ai fait. Quand même. Ouais. Non, mais en fait, j'aime bien faire les travaux. Parce que plus longtemps je restais sur le clavier à la banque, plus aller sur un chantier, voilà, je me sentais vivre, en fait. Et donc, mes passe-temps le week-end, parfois, quand les gens ils disent, je vais voyager et tout, moi, je me dis, non, mais j'ai envie d'aller peindre ici. Tu vois. J'allais, je peignais et tout. Je me disais, waouh, j'étais tellement satisfait, je sais pas, c'est un truc de fou. You know. La démolition, c'est la meilleure. La démolition, je n'avais ça personne. Tu vois pas. C'est incroyable quand même. Ouais, donc l'immeuble, je le rénove, je répare la toiture, j'ai dû changer, j'ai des photos avant-après, tu sais, ça n'a rien à voir. Tu vois. Et donc, il devient propre. Donc, en même temps, en fait, il faut savoir, en même temps. Tu avais déjà un joli portefeuille pour commencer, quoi, quand même. Ouais, donc j'ai 4 apparts, plus là où je vis, etc. Et puis même, en plus, tu vois, là où j'ai acheté l'appart, c'est en fait le gars qui possédait tout cet immeuble-là, c'est une personne âgée. On est devenus amis, tu vois. Il m'aimait bien, il me voyait travailler, il me dit, ouais, j'aime bien. On est devenus amis et donc, dans la confidence, je suis un peu devenu comme son fils qu'il n'a pas eu. Mais donc, à côté de ça, il y avait un terrain, tu vois. Enfin, il y avait un ensemble terrain, maison. OK. Mais moi, de mon appart, à chaque fois, je regardais ça, tu vois. Je sais pas si tu regardes un peu, si tu as regardé le film, là, le rabbin et le boss et le rabbin, non? Ah non, j'ai pas la rêve, C'est un film, c'est deux méchants qui voulaient se tuer. Ils se regardaient chacun à distance, tu vois. Bref, chacun imagine ce qu'il va faire l'autre. Ouais, en fait, quand j'étais dans mon appart, parce que c'était un appart haut, c'est au 3e étage, et lui aussi était au 3e étage, on se voyait comme ça, comme le boss et le rabbin. Et moi, je regardais son terrain, je me disais, non, mais là-bas, si j'étais investisseur immobilier, je démolirais et je construirais un immeuble. Bref, il n'en a pas fallu longtemps avant que je commence à lui en parler. Non, à lui dire, moi, je suis intéressé par acheter la maison. Mais j'ai jamais vraiment. Tu savais pas que c'était ça. Tu savais pas qu'il était propriétaire de cette partie. Non, je le savais parce que maintenant, on est de confiance. Ok, tu avais déjà l'info. Je connais même ses autres maisons. Mais maintenant, j'ai négocié parce que sa femme, elle me connaît, lui, il me connaît, il venait manger chez moi, tu vois. Ils m'ont dit, je suis le seul jeune qu'ils connaissent. En fait, as a matter of fact, je suis le seul noir avec qui vraiment, peut-être, ils ont eu vraiment des relations comme ça, tu vois. Ouais, et donc, du coup, on a commencé, on a négocié et donc j'ai acheté une partie de son ensemble immobilier, donc c'était une petite maison. Mais mon but, c'était de derrière acheter l'autre là, tu vois, parce que j'avais pas l'argent, donc c'était un petit truc, 160 000 balles. Ça me permettait de bloquer un peu tout le reste. Donc je l'achète et celui-là, pour le financer, en fait, en même temps, comment je l'ai financé, ça, l'achat? Je l'ai financé presque tout cash. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'en force de faire tous ces travaux, de ces investissements, à la banque, je n'étais pas concentré. Et en plus, je parlais de ce que je faisais.
Ouais, donc les collègues étaient jaloux, il y a des trucs, donc les gens, ils ont commencé à me poser des histoires de la banque, et donc je me suis retrouvé sur le grill, je me suis retrouvé viré. Putain. Ouais, je te jure. De la même banque. Attends, maintenant, je me fais virer. Au moment où je me fais virer, en fait, bon, ça tombait bien. Tu sais, il y avait, je venais d'acheter du truc, du lieu là, il fallait rénover des apparts. Et donc, pendant 2-3 mois, je faisais que ça. Pendant 2-3 mois, je faisais ça, mais en même temps, j'applayais pour un travail. Mais quand ils m'ont viré, en fait, moi, j'ai lu le code du travail luxembourgeois. Tu vois. C'était des Britanniques. Les Britanniques qui viennent, ils ne connaissent pas forcément les règles de l'endroit. Ils ont dit, bon, ouais, parce que à l'anglo-saxon, on te vire comme ça du jour au lendemain. Quoi. Voilà, moi j'appelle le syndicat il m'a dit, ouais, mais voilà, vu que ça ne fait pas si longtemps que ça que tu es là-bas, peut-être à la limite, tu peux gratter 6 mois, mais voilà, on peut t'aider, mais voilà. Mais moi, je n'étais pas satisfait, je me dis, c'est injuste. Donc, je me suis dit, je vais aller de moi-même. Et donc, j'ai lu, en fait, en lisant le code du travail, il disait, oui, voilà, quand tu te fais virer, il faut que tu envoies une lettre qui justifie pourquoi ils t'ont viré. Parce que quand ils m'ont viré, c'est dans les banques d'investissement britanniques, c'est beaucoup de pression. Les gens, ils te convoquent, enfin, je veux dire, tu arrives au travail, tu vois le gars de la sécurité arrive, ils disent, ah, suis-nous dans le bureau, tu arrives au bureau, tac, tac, t'es viré. Voilà. Maintenant, il dit, retourne même pas à ton bureau, dire au revoir, sors directement. Je dis, par contre, signe ça. Tu vois. Moi, le truc, c'est que tu me dis, signe ça. Forcément, je ne vais pas le signer. Moi, j'ai regardé, je l'ai pris, j'ai dit, écoute, la nuit porte conseil, je le signerai demain, je te l'envoie. Tu vois pas. Il m'a dit, ah, bien joué. Tu vois pas. Et donc, j'ai pris, je ne l'ai pas signé. Et donc, j'arrive à la maison, je dis, etc. Je me dis, ah, OK, en fait, je peux me défendre. J'ai appelé le gars du syndicat, il était trop peu enthousiaste. J'ai parlé à plusieurs personnes, ils me disaient, ouais, mais t'es fou, tu veux attaquer, c'est une grosse banque mondiale, tu vois, tu veux attaquer, ils font des milliards et tout, t'es fou. Je te jure, même des gens de ma famille, ils disaient, mais t'es fou, tu peux pas. Mais moi, je me suis dit, j'attaque personne. Je me dis, je suis dans mon droit. Je leur ai demandé pourquoi on m'a viré. Tu vois, je leur envoie un courrier recommandé, etc. Tout d'un coup, 2-3 jours, on commence à recevoir des appels d'eux. Tu vois. Ils me disaient, oui, mais pourquoi tu as envie de savoir pourquoi on t'a viré, tu sais très bien. Moi, je dis, non, mais écrivez-le. C'est Moi, j'ai envie de savoir. Ouais. Ils ont dit, oh, mais tu sais très bien, tu allais rénover des propriétés. Moi, j'ai dit, oh, mais écrivez-le. C'est pas un souci parce que moi, je voulais un écrit comme ça. En fait, quand j'ai vu que ça commençait à jouer comme ça, j'ai vu que j'ai commencé à gagner le levier. Tu vois. C'est une histoire qui s'est très bien Ils étaient en inconfort parce que s'ils avaient, il n'y avait aucun risque pour eux, ils n'avaient même pas besoin de t'appeler. Quoi. Voilà. Et donc, le gars qui m'a viré, lui, c'est en anglais. Du coup, il ne pouvait pas parler avec moi parce qu'il y avait maintenant, il y avait l'émotion, il y avait émotionnel. Maintenant, on m'avait viré. Je peux même me permettre de lui dire ce que je ne pouvais pas le permettre de dire avant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'osait pas m'affronter. C'était la ressource humaine qui m'appelait. Oui, Jean, oui, on m'appelait Jean. Qu'est-ce que tu veux, etc. On a négocié. Bref, j'ai réussi à avoir un accord. Il devait me payer 1 an et demi de salaire. Tu vois. En fait, je me barrais avec plus de 60K. Tu vois. Quand même, ouais. Donc, avec ces 60K, j'ai acheté 120K la propriété de la personne en finançant une partie et je l'ai acheté. Donc, j'ai utilisé l'argent pour acheter la propriété du gars direct. Et en plus, la finalité, parce que c'est une affaire qui a duré quand même pendant 2 mois où je rénovais, je négociais avec eux. Et j'ai réussi dans la négociation que si je trouve un travail, ils ne peuvent pas me retirer parce qu'ils continuent à me payer malgré ça. Ils devaient continuer à me payer encore 2 mois de plus. Même si je trouve un travail dans ce laps de temps, ils continuent à me payer, ils ne doivent pas me poursuivre. Et donc, l'accord fini, l'argent remboursé, etc. Et ben là, c'est là que j'ai, c'est là que j'ai acheté la maison, du coup. Et donc, en closant sur la maison aussi, il faut savoir, mais en closant sur la maison, en même temps, je cherchais du travail. Okay? Yes. Donc, je close sur la maison, je cherche du travail, mais maintenant, j'apprends un nouveau plan. Parce que moi, je vais vite. Tu vois, je suis arrivé au Luxembourg. Moi, je vais vite. À chaque fois que j'arrive dans un pays, c'est bam, bam, bam. Je suis arrivé au Luxembourg. Au bout de 3 ans, je gagnais le double de ce que mon manager gagnait. Tu vois. Ah ouais, quand même. Ouais. Non, mais attends, là, en fait, le fait qu'il m'ait viré, c'était la meilleure chance de ma vie. Ça m'a permis d'acheter, etc. Mais en plus, maintenant, j'avais le mindset. Donc, du coup, on me vire. Et maintenant, j'ai découvert un truc, en fait, où tu peux être consultant, freelance. Il faut savoir, en fait, consultant freelance en France, ça paye. Même si on paye 1000 balles la journée, tu ne les vois pas parce que les cotisations sociales sont élevées, 40% ou plus. Au Luxembourg, les cotisations sociales sont de 11,5%. Plafonné. Non, ils sont de 11,5%. Même si tu fais 1 million, il n'y a pas de. Les charges patronales. Les charges patronales, pardon, 11,5%. En France, ouais, c'est plus. C'est presque l'équivalent de ce que tu décaisses. Ça veut dire, si tu payes un employé 10 000, bah, tu enlèves juste les 11,5%, tu vois. Ça veut dire que tu payes juste 1 100 $. Tu cotises comme employeur. Et donc, moi, j'étais freelance, 1 000 balles la journée.
okay, à 1000 balles la journée. Et donc, avec un régime fiscal très avantageux. Et en fait, je faisais ça parce que c'est des boulots que personne ne voulait faire. C'était des boulots techniques où il faut savoir valoriser des fonds très, très différents, des types de produits, des options, etc. Mais en plus, soit tu pouvais le faire comme employé. Attention, tu gagnes bien ta vie. Tu gagnes 6 000 balles, 7 000 balles. Ou soit tu acceptais d'être comme moi, donc être en freelance, mais être payé à la journée. Et donc, mon calcul, c'était quoi? C'était de me dire. Donc, forcément, avec un brut qui est beaucoup plus élevé, vu que c'est toi qui dois faire, tu dois te démerder tout seul pour tes assurances et tes cotisations, quoi. Voilà. Non, sauf qu'il y a un hack. Je ne me débrouillais pas tout seul. Ce brut-là, je le faisais passer par une société de portage qui, elle, devenait mon employeur parce qu'elle me signait un CDI. Du coup, je suis comme un employé, j'ai les protections sociales, etc., sauf que je gagne beaucoup. Et donc, pour ne pas abuser, moi, je ne me payais pas, attention, je ne me payais pas 30 000 balles, je n'avais pas besoin. Ce que je faisais, Non, je me tu peux payais. un peu expliquer, la société de portage, c'est elle qui facturait ton employeur ou alors, OK. Ouais, voilà. Dans ce cas-là, en fait, on a fait, en fait, au lieu que ce soit moi qui facture mon employé, c'est la société de portage qui facture l'employeur. Okay. L'employeur paye. Et quand l'employeur paye, maintenant, j'ai un salaire mensuel. Et j'ai le droit de décider dans la société pour combien je me paye. Okay. Et donc, ce que je faisais, au lieu de me payer donc 20 000, 25 000, je me payais que le minimum. Je me payais que ce que je me payais d'habitude. J'ai gardé le même salaire. Donc, à ce moment-là, j'étais à 6 000. Donc, juste pour pouvoir avoir tous les avantages que pour tu accumuler avais. du temps, pour accumuler, parce que le reste, c'est l'argent, ils sont remplis dans le compte de portage. Mais comment tu fais pour sortir ça? Si je m'arrête, si tu veux sortir ça, tu peux sortir ça tous les jours. Tu peux sortir ça. Juste que tu vas payer l'imposition à payer. Voilà. Mais l'excédent, tant que tu ne le sors pas, il y a zéro imposition dessus, tu l'accumules voilà. juste. Okay. Voilà. Et en plus, moi, mon calcul, c'était quoi? Tant que je gagne la même chose. Moi, mon truc, c'était de gagner du temps parce que je voulais faire des choses. Donc, je me disais, je travaille 6 mois et donc, ça me donnait l'équivalent de ce que je devrais gagner. Je comprends. 2 ans de travail. Okay, et donc, après ces 6 mois-là, je m'arrêtais. Et tu faisais des missions de 6 mois, mais pas toute l'année, tu avais toujours des revenus équivalents, comme si tu travaillais. Ça te permet... Quand je travaillais 6 mois, ça pouvait me durer 8 mois de non-travail. Mais pendant ce temps-là, j'avais toujours un CDI. Oui, donc tu étais finançable par les banques, puisque ton contrat, c'était avec la société de portage. Si tu as un problème en hospital ou quoi, tes cotisations, tout, normal. Comment le deal, c'était avec la société de portage, c'était pas avec Donc, ça veut dire, même si on te résiliait le contrat, tu avais une fenêtre de tir de peut-être 3-4 mois où tu avais toujours la société de portage qui te payait avec le reste de cash que tu as laissé de l'autre côté, quoi. Exact. Il arrivait un temps où j'ai été off pendant 1 an, pendant où je me payais. Je voyageais, j'étais là, mais je recevais toujours un salaire, j'étais employé. Parce que tu avais accumulé beaucoup de cash là-bas. Oui, j'avais accumulé beaucoup de cash. Quand j'ai fait le Greenbox, c'était à cette époque-là où j'avais accumulé beaucoup de trucs. You know. Et donc, du coup. Ça, c'était smart, là. Ouais, j'imagine que le temps des 6 mois, c'était pas sur le terrain, quoi, pour pouvoir faire plus d'opérations. Voilà. Mais la même situation n'aurait pas été intéressante en France, attention, ou en Belgique. Parce que les cotisations patronales sont chères. Si tu fais 10 000, tu dois décaisser déjà presque, tu vois, 40%. Ouais, donc, presque la moitié. Le calcul ne compte pas, ouais. Et donc, du coup, je faisais ça. Donc, ça me permet de gagner du temps. Donc, on a racheté les sociétés. En même temps, il y a un garage que j'ai voulu racheter qui faisait du cash, que j'ai pas pu. Parce qu'à ce moment-là, je commençais à m'intéresser au rachat de société, en plus de faire de l'immobilier. Mais je vais dire. Là, tu suivais qui? Sébastien Séris? Non, rachat de société. Non, bon, mon cousin, déjà, il est très fort. Tu sais, mon cousin, c'est un inspecteur au compte, il est éditeur, il a participé dans plein de trucs, de LBO, tout ça. Donc, il est calé. Et moi aussi, bon, au Luxembourg, enfin, dans la banque d'investissement, du coup, dans la finance, nous, on faisait des opérations comme ça. J'assistais parfois les clients qui sont en train de faire un LBO ou des leverage buyouts. Je ne sais pas si tu connais. Leverage buyout. Oui, rachat par la dette. Ou que ce soit même la valorisation des sociétés. Tu sais, on devait savoir valoriser tout ce qui est dans un portefeuille, même des sociétés. Tu vois, donc, tu dois savoir les méthodes, comment les valoriser, etc. Ouais, peut-être pour ceux qui sont un peu... qui ne savent pas trop ce que c'est, tu peux donner un peu du contexte. Le leverage buyout, donc le fait de pouvoir racheter à soi-même une structure. En tout cas, tu mets la dette au niveau de la banque, mais toi, tu sors, en fait, c'est ça? Oui, en fait, leverage buyout, ça va être, tu achètes une société existante et dans le rachat est financé, par la dette, mais les remboursements donc, sont payés par le cash flow que la société fait. L'entreprise, ouais. Donc, il y a une structure spéciale qu'il faut mettre en place, mais c'est ça principalement. La plupart des achats, c'est des LBO souvent. Enfin, pour les sociétés qui sont healthy, ça va être des LBO.
Et donc, et c'est aussi quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs utilisent souvent pour sortir un peu, se dérisquer parce que tu as peut-être développé un truc peut-être pendant 5 ans, 10 ans, tu es complètement à risque puisque ton patrimoine, entre guillemets, est fonction de la valorisation de ce que tu as créé, qui peut être haussier comme baissier. Donc, une façon de sortir une partie de ton cash, c'est peut-être de faire comme une sorte de LBO où tu rachètes à toi-même, quoi. Enfin, c'est vrai que ça peut être une structure externe, mais ça peut être ta propre voilà, holding mais qui fait l'opération, quoi. en plus, vu que, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'en Europe, il y a énormément d'opportunités. Moi, je voyais. C'est juste que moi, ça me prenait de temps. Moi, je suis un homme pressé. Mais je vais dire, il y a plusieurs achats que j'ai fait de sociétés. Mais souvent, c'était un propriétaire, il est là, il a une société, il tourne, un garage ou un truc de dépannage, tu vois, qui génère 704 chiffres d'affaires, plusieurs camions. Mais le gars, il doit aller à la retraite. Il ne peut pas le vendre à son fils. Il est bloqué. Déjà, son fils ne veut pas le faire. Non, la seule personne à qui peut le vendre, c'est son compétiteur du même village. Mais, tu sais, et donc, et en plus, vu que je suis l'un des seuls intéressés, moi, je peux négocier des termes avec eux. En fait, souvent, c'est des sociétés, des fois, ils gagnent aussi de l'argent cash, tu vois. C'est important, c'est qu'ils gagnent du vrai cash. Je te parle du liquide, pas. C'est une vraie, c'est pas. Non, du liquide. Ils sont rentables, quoi, c'est vraiment. Parce que ça te permet un peu de. Enfin, tu vois. C'est sain. Voilà, c'est ça. La fiscalité, tu la connais. Enfin, on se comprend. J'incite personne à faire ça, mais tu as beaucoup de sociétés qui fonctionnent. Ils ont une partie de revenus sont liquides et tu as une partie qui sont, bien sûr, qui sont healthy, mais qui manquent des bons procédés et qui ont même du cash au moment où qui ont même du cash dans la réserve. En fait, moi, je négociais en seller finance. Je lui dis, écoute, tu me revends ta société pour 1 € symbolique. Okay. Et maintenant, enfin, pour 1 € symbolique. Et maintenant, moi, je te donne un earn-out, tu vois. Earn-out, ça veut dire les 2 premiers mois, en fait. je te paye ça. Et dans 6 mois, si on attend ça, je te paye ça. Comme ça, la transmission se passe beaucoup plus. Et ça permet qu'il reste peut-être pendant au moins 4 ans jusqu'à ce qu'on internalise toute la compétence qui était peut-être. Voilà. Non, en fait, moi, le but, justement, moi, c'était pour qu'ils rentrent dedans, mais qu'ils me servent à ce que je le remplace vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est toujours. Ces sociétés-là, ils tournent bien, mais leur processus. C'est trop dépendant du fondateur. Exact. Et moi, c'est le premier truc que je vais éliminer parce que le fondateur, j'ai acheté plein de boîtes, le fondateur, il dit non, viens, tu dois faire ci, ça, ça. Tu dois faire ça, tu conduis. Tu sais, j'aurais tellement d'histoires à te raconter sur Little Catbox. Nous, on a conduit des camionnettes, un truc en rachetant des sociétés. Le gars, vu qu'il n'a pas de process, il veut que tu fasses exactement ce qu'il faisait. Il me dit, si tu ne fais pas, tu ne comprendras rien de l'activité. Donc, le gars, il dit, non, viens, on va livrer chez Margot. Tu vois, il démarre. Il me dit, oh, c'est là, je lui dis, non, moi, je ne fais pas ça. Bon, tu vois. Je lui dis, au pire, je t'envoie quelqu'un, lui, il fait ça. Mais moi, voilà, tu apprends à améliorer le process. Ça veut dire la société que je te parlais, par exemple, eux, ils utilisent très peu l'ordinateur. Ils impriment beaucoup de papier, etc. Et en fait, le but, c'était déjà de digitaliser tout ça. De digitaliser. Et de deux, moi, j'aime bien les assistants virtuels. C'est de mettre des assistants virtuels pour tous les jobs qui sont administratifs. Tu vois. Que ce soit à la réception, quand tu as des factures. On a beaucoup de factures manuelles où il faut encoder. C'est de mettre aussi un système de gestion. Et ce système de gestion te permet de contrôler ce que les gens ils font. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de t'appeler pour savoir ce que tu fais, mais je sais que si tu bosses, en général, tu vas faire un update. Obligé de faire un reporting. Ouais, un update dans le système, ou même, imagine tu es allé faire un dépannage. Dans le système, tu dois rentrer des chiffres. Et je le vois si tu bosses. Tu vois, je le sais. Tu vois, tu peux voir la quantité de travail de quelqu'un. C'est pas pour surveiller, mais c'est juste que c'est des process qui te permettent de pas marcher avec un cahier, là, avec plein de trucs. C'est marcher avec un cahier comme ça. Tu vois, tu vois ce que je veux dire. J'en ai même juste un jour d'aujourd'hui. Et donc, c'était rapide. En fait, parce qu'au bout d'un moment, on l'a fait avec le Telegram Box et 2 autres sociétés qu'on a achetées. Donc, au bout d'un moment, je connaissais le process. Donc, au moment où j'achète, j'ai juste envie que le propriétaire maintienne le chiffre d'affaires existant. Moi, en même temps, je suis en train de créer, j'ai bien un nouveau système, j'ai le truc, je lui ai demandé, tu peux me donner les adresses des clients. Je les input, et voilà. Et après, mes personnes arrivent, et à partir de là, en fait, le gars, au bout de 2-3 mois, il peut déjà sortir. Et au bout de 4-5 mois, tu vois des campagnes marketing, etc. Tu sais, des choses, voilà. Il est content quand il sort, parce que comme il y avait un earn-out qui était fonction de certaines conditions que vous avez spécifiées, s'il atteint les objectifs, bah, il se fait un joli ticket qui est beaucoup plus élevé que le coût initial auquel il a vendu son asset, quoi. Exactement. Et en général, bon, vous travaillez de main à main parce que c'est gagnant-gagnant de toute façon. Donc, voilà, quoi. Après avoir fait plusieurs fois, maintenant, il y a des erreurs que je ne répéterai pas, mais je sais que, par exemple, voilà, il y a des choses à éviter quand tu achètes une société, que tu découvres après, quand même. Ouais,
c'est plus risqué que d'acheter un immeuble immobilier. Tu vois, c'est quand même beaucoup plus risqué. Et toi, comment tu es rentré dans le rachat d'entreprise? Pourquoi est-ce que tu es rentré dans ça alors que tu avais déjà quelque chose que tu maîtrisais, qui était l'immobilier? En plus, tu aimes ça, tu avais peut-être plus intérêt à injecter tout ce que tu pouvais avoir comme flux financier dans l'acquisition de nouvelles propriétés. Pourquoi cette diversification? Bah, en fait, En pourquoi tout cas, cette à ce diversification? stade-là, hein, je ne dis pas que c'est forcément une mauvaise idée, mais je veux dire, tu étais quand même si tu avais fait de belles opérations, tu étais quand même à tes débuts, tu étais encore dans tes 4-5 premières acquisitions immobilières, quoi. Ouais. Donc, en fait, déjà, ça, c'est la première chose. Déjà, en fait, moi, je suis un gars qui vient d'un finance degree. Tu vois, tout ce qui est valorisation de société, je connais déjà. Mais quelque chose qui est important, en fait, moi, qui me drive souvent, c'est pour ça, d'ailleurs, je fais l'immobilier, j'aime bien les chiffres. Tu vois. Franchement, j'aime bien les chiffres. Je peux te parler d'un bilan d'une société, je peux te parler d'un bilan de. Tu vois, je te devrais donner des projections, même sur un bien immobilier, voilà, te donner vraiment un breakdown. J'aime les chiffres, mais j'aime les gens. L'immobilier, en fait, c'est les chiffres et les gens. Tu vois. Tous les deals qu'on fait, c'est au milieu, même tu regardes les sociétés, bah, c'est les chiffres, OK. Quel est le return on investment? Quel est le cash on cash return ou d'autres mesures? Mais derrière, c'est des gens que tu vas devoir gérer. Tu as des interactions. Le vendeur, les employés, les trucs. En fait, toute cette gestion fait que j'aime bien. En fait, je pense que moi, j'aime bien les problèmes en général. Tu vois, j'aime les problèmes. Non? Donc, plus le problème est gros, plus ça m'attire. Et donc, la rachat de société, c'est un casse-tête. Mais une fois que tu figure out, ça peut, c'est quelque chose qui peut avoir un impact. Yes. Donc, vous avez fait cette première opération-là. Je dis que l'entreprise, elle tourne toujours, c'est ça? Oui, elle tourne toujours. Elle fait plusieurs. Aujourd'hui, elle doit faire 1,8 million, 1,9 million de chiffre d'affaires. Et à Elle n'est l'époque, c'était quand plus opérationnelle. Tu n'es vraiment pas dedans, quoi. Non, 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 je ne suis plus opérationnel dedans depuis 2 ans et demi. Je fais partie du conseil d'administration. OK. Je fais partie du conseil d'administration, mais ça reste quand même relativement petit, je veux dire. Et donc, en fait, je suis parti. Pourquoi? Parce que, en fait, après avoir fait ça, j'ai eu aussi avec un pote aussi une société où on faisait du dépannage à Lille. Enfin, c'était une société, surtout moi, je l'assistais au niveau opérationnel. Et ça marchait bien, mais en fait, à force d'avoir fait tous ces trucs-là, je faisais l'immobilier. En fait, je voyais ce que je faisais, je me disais, mais en fait, je me suis toujours dit que ça prenait trop de temps. Tu vois ce que je veux dire? Ça prenait trop de temps, même après avoir fait le Teldremos. À côté, je t'ai dit, bon, j'avais des immeubles et tout. En fait, je trouvais que ça prenait trop de temps et la quantité de travail que j'y mettais n'a pas le return que je devrais m'y attendre. Et en même temps, je regardais YouTube, je regarde les Américains, tu vois, je regardais ce que les gens y faisaient, je me dis non, mais tu vois, je peux faire ça easy, you know? Comment ça se fait? Et donc, quelque part, en fait, c'était bon, j'étais dans mon confort, je pouvais continuer, mais je voulais aussi Ça accélérer. fonctionnait bien, mais Oui, accélérer, je voulais aller dans c'était pas l'inconnu. une scale-up. Je voulais aller dans l'inconnu et la peur, justement, c'est de me dire, ah, oups, je suis ici dans ce marché-là, je connais un peu tout le monde, j'ai du mal à partir. Quelle ville je vais choisir? Pourquoi? Et donc, ça a été L'entreprise, dur. elle est rentable. Elle était rentable. Quand tu la quittes, Ouais, elle était rentable, mais attention, elle n'a même pas besoin de me payer. Moi, j'avais d'autres activités. À côté, on avait d'autres boîtes avec mon cousin, on a acheté. Une boîte qui faisait des tartes, une autre boîte qui faisait des desserts. Tu vois, donc, toujours dans le même groupe ouais, dans avec le des même groupe. entités satellites. Dans le même groupe. Et moi, j'ai acheté aussi une autre société de dépannage dans la région où j'étais. Et donc, en fait, j'étais un peu dispersé, on va dire. Tu vois, j'étais un peu dispersé, j'étais un peu à la recherche, tu vois. J'étais un peu dispersé. Bon, ce qui est bien, c'est que toutes les choses là sont toujours en place, même à l'heure d'aujourd'hui. Ça tourne Même les toujours. immeubles, aujourd'hui, sur la Belgique, j'ai plus de 16 appartements. Je n'ai pas besoin de les surveiller. J'ai des gens voilà, qui s'occupent de tout ce qui est la gestion. Tu vois, tout ce qui est la gestion. Moi, je regarde juste les loyers, et voilà. Et même ça encore, voilà, vu que ça me fait beaucoup, ça me fait chier parce que je me dis, je regarde la taille des loyers, je regarde la taille des flips ici, je me dis, j'ai envie de régler les petits problèmes pour me concentrer sur les vrais problèmes, les grands problèmes. Complètement. Parce que ici, je fais des flips. Ouais, il y a un flip que j'ai acheté il y a la semaine dernière, 330. Valeur après Renault, 750. Je vais mettre du travaux, je peux la revendre et faire 204 profits. Tu vois, sur 6 Il n'y mois. a pas photo. Ouais, non, ouais. Mais combien ça me prendrait en Belgique pour faire 204? C'est énorme.
Imaginons, on parle d'un projet de développement, même en France, hein, tu vois, j'ai essayé en France aussi, en fait, où j'ai acheté Là, quelques c'était en maisons. parallèle avec la Belgique ou la Là, France? c'est en parallèle avec la Belgique, j'étais actif, j'ai essayé en France, j'ai fait une essayé aussi avec les frères et sœurs, on a acheté des biens immobiliers. En Belgique aussi, j'ai construit en même temps, je te parle d'un immeuble neuf, tu vois, de ground up, en fait. Et donc, après ça, en fait, en Belgique, en même temps que je faisais les activités avec le Telegram Box, moi, je me focalisais maintenant à trouver des affaires pour les investisseurs. Je trouvais des terrains, je faisais la demande de permis. Quand je trouvais des terrains, je signais le contrat, je le mettais sous option, je faisais la demande de permis, etc. Et une fois tout était accordé, je donnais ça à un promoteur et lui, il margeait. Pourquoi? Parce que je ne le faisais pas pour moi-même. Parce que j'ai fait un projet comme ça et ça m'a pris de 2017 jusqu'à 2021 pour qu'il finisse. 4 ans. Wow. Et donc, j'ai fait le calcul, je me dis, si je vais être développeur, parce que je vais être développeur aussi immobilier, tu vois, ça me prend 4 ans pour développer un projet, ça n'a pas de sens. Et donc, je me disais, je connais les gens, donc je trouve le terrain et je trouve le promoteur. J'investis 7-8K upfront, sur les recherches, les plans, etc. Et j'investis aussi l'argent jusqu'au permis, ce qui était de fortes sommes. Une fois que j'ai le permis, voilà, derrière, j'allais voir un promoteur. Et en Belgique, en fait, on faisait ce qu'on appelle une renonciation au droit d'accession. Renonciation au droit d'accession, comment ça marche? C'est toi, tu as un terrain, toi, Guy, tu as un terrain, et ce terrain-là, je vais construire un immeuble de 12 apparts. Sur l'immeuble de 12 apparts, moi, je te dis, je vais construire un immeuble de 12 apparts sur celui-là, et moi, je t'en donne 2. Tu vois, c'est concrètement, en gros, c'est comme ça que ça marche. Je t'en donne 2 sur les apparts. Et donc, je construis, je te donne les 2 apparts. Tu vois. Et toi, tu fais une renonciation à ton droit de terrain pour que plus tard, je te cède l'appartement. En promotion française aussi, on fait ça. C'est une méthode très utilisée. Et donc, du coup, tu n'as pas besoin, toi, en tant que promoteur, de devoir mettre upfront l'argent pour le terrain. Tu vois. En fait, les gens qui développent et qui achètent le terrain cash et attendent, souvent, c'est les grands fonds d'investissement ou les fonds familiaux, mais des gens qui ont un timeline très, tu vois, qui ont un temps de retour sur investissement qui est beaucoup plus long. Pour les promoteurs qui exécutent, ils préfèrent signer une renonciation au droit d'accession pour peu que le propriétaire accepte. Et donc, voilà, et faire un terrain et construire sur ce terrain-là. Et donc, quand je faisais ces droits d'accession-là, moi, mon but, c'était pour que le promoteur me cède un appart. Tu vois. Je ne voulais pas de cash. Je voulais négocier. Je lui dis, écoute, tu fais la construction, tu donnes ça au proprio. Voici les termes que j'ai avec le proprio. Voici les trucs. Voici les calculs. Voici combien ça va te coûter. Voici les devis qu'on a fait. Et voici quelle est ta marge. En fait, moi, le promoteur, je leur donnais une marge clé en main. Et donc, quand ils venaient négocier, ils disaient, oui, non, mais trop cher, le terrain, nanani, 430. Tu lui disais, mais attends, tu vas faire ça comme marge. Tu vas te faire 1,6 million, en 100, nanani. Tu n'as même pas eu besoin de courir derrière le permis. Tu n'as même pas eu besoin de temps d'aller dealer avec la mairie. Tu as juste à construire. Si tu ne veux pas, t'inquiète. Quelqu'un d'autre le prendra. Tu vois. En fait, j'étais souvent en situation de force parce qu'à ce moment-là, le marché allait très bien aussi. Il y avait un terrain, allait vite. Et je te dis, au Luxembourg, les appartements sont passés vraiment de 600 000 à 1 million. Tu vois. En fait, à un moment donné, tu ne voyais plus de maisons à moins d'1 million au Luxembourg. Plus de maisons, je vais dire maisons detached. Tu vois. Ouais, c'est très cher, hein, il faut se rendre compte. C'est très cher. Ouais, un appart dans le neuf, mais dans le neuf, 100 mètres carrés, ouais, voilà, c'était 1 million, 1,1 million. Ok. Sûr que Paris même, tu vois. Mais les gens, ils peuvent se permettre parce que, tu sais, c'est une population d'étrangers, des Anglais, des Français, tous, qui gagnent très bien leur vie, qui ont un salaire moyen très élevé, tu vois. Je te dis, un serveur au Luxembourg peut gagner plus qu'un gars qui travaille à la Défense à Paris. Bah, logique, ça me surprend pas. Ouais, non, pour te dire, justement, mais quand tu fais le hack, tu vas habiter, c'est pourri, mais tu vas habiter du côté de la frontière. T'es bien, tu gagnes déjà très bien ta vie. Le week-end, tu peux voyager, tu as l'aéroport qui t'amène dans tous les coins de l'Europe. Et voilà, quoi, tu vois. Ouais, et donc, du coup, en ayant fait ça avec les promoteurs, etc., en fait, c'est là que je me suis dit, j'ai envie d'accélérer ma capacité d'exécution. C'est pour ça que je suis venu au State. Et donc, en venant au risque, c'est qu'ils ne me disaient pas non. Mais avant le State, tu ne voyais pas l'opportunité quand tu as fait la transition, ok, moi, je ne vais pas développer de bout en bout, comme avec l'expérience que j'ai fait sur 4 ans. Je me mets comme intermédiaire. Même là, en étant dans une zone européenne, pour toi, ça allait toujours lentement. Je veux dire, est-ce que c'est là qu'il y a eu le déclic pour traverser, aller au State, quoi? Ouais, donc il y a ça le déclic, et si c'était le temps, en fait, ça m'a toujours dérangé de voir que tu passes 4 mois d'attendre une propriété, que tu passes chez le notaire, des choses comme ça. Tu sais, tout autant de choses, en fait, aussi, quand tu as plein de points bloquants, tu vois.
je vais dire, tu as plein de points bloquants. C'est l'Europe, quoi. Ouais, voilà, l'Europe. Parce que non, en même temps, moi, je venais ici au States. Au States, nous, enfin, les choses vont vite, vraiment. Je peux appeler un agent, je lui dis, je suis intéressé sur cette propriété. On est dimanche, je peux aller la visiter. Demain, je signe l'offre et on passe chez le notaire dans un mois, tu vois. En combien de temps en français il va faire ça? En français, il va dire, oh, tu vois, c'est trop lent, c'est beaucoup plus rigide. Et donc, vu que moi, je me disais, bon, moi, je voulais développer mon patrimoine, je me suis dit, il faut que j'aille au States. Et donc, mon plan, c'était, je fais de l'immobilier. Je fais de l'immobilier, mais maintenant, j'avais une expertise qui est de développer des sociétés. Et donc, mon plan, c'était, voilà. Donc, j'arrive au States. C'était quoi ton game plan au moment où tu prends ton avion pour aller t'installer, ou tu fais déjà ta demande de visa, tu as un peu nous expliquer la procédure. C'était quoi ton plan? Non, mon plan, c'était de développer mon patrimoine, d'avoir, tu vois, un patrimoine. Avait un chiffre ou c'était en mode, je vais à l'aventure, je vois ce qui se passe? 10 millions de dollars en patrimoine. Et le fait d'avoir un chiffre comme ça, en fait, ça me permet de faire des choses que j'aurais peut-être fait si l'objectif était moindre, tu vois. 10 millions en flippant des maisons, ça prend énormément de temps, tu vois. Et 10 millions, et aussi, en fait, moi, je prends du temps à faire, à trust the process. Tu sais, j'aime bien prendre le temps d'apprendre les choses, tu vois. Mais je les apprends vite, à ma vitesse, et j'accélère. Et donc, j'arrive au States. Je me suis dit, bon, je connais rien. Est-ce que tu savais, déjà même pour arriver au States, tu savais comment arriver, enfin, que forcément, ok, c'est pas la même chose de venir au States comme visiteur que si tu viens comme investisseur, surtout qu'il y a un coût, il y a une procédure. Est-ce que ça, c'est des trucs qui étaient... Non, le visa était rapide. Le visa, pour l'avoir, ça m'a même pas pris 2 mois pour l'avoir, tu vois. Parce que c'est aussi simple que ça? Ou alors c'était une époque où c'était ça? L'investor visa, c'est le visa investor. Tu vois, à l'époque, c'était à l'époque où Trump l'avait augmenté, mais c'était passé de 400 000 à 500 000, quelque chose de 500 000 $, l'équivalent de 500 000 $. Ça consiste en quoi? Tu dois mettre 500 000 $ sur la table? En fait, tu dois faire. Pour moi, le programme auquel je suis venu, tu dois investir 500 000 $ dans un domaine qui crée des emplois, maintenir 3 emplois au moins. Tu vois. Et qu'est-ce que tu peux nous en parler? Dans quoi est-ce que tu as injecté ça comme... Ah non, moi, l'immobilier direct, non, mais après tu as un timeline, tu vois, tu sais, ils ont quand même, aujourd'hui, c'est beaucoup plus strict, tu vois, il faut plus d'âme. Ça veut dire que tu devais prouver que tu disposais déjà de ces 500 000? Ils font des vérifications tous les 1 an pour voir si tu maintiens 3 employés, pour voir si c'est pas fait. En fait, en vrai, avant, ils vérifiaient même pas. Mais ils vérifient, moi, moi, je savais déjà ce que je voulais faire. Je savais que j'allais embaucher des gens, donc ça posait pas de problème, tu vois. Mais quand je suis arrivé. 500 000, tu ne le débourses pas tout de suite, quoi. Tu l'injectes au fur et à mesure. Tu les mets sur un compte US, etc. Tu dois quand même déposer le 500 000 quelque part. Oui, dans un compte US, mais ça reste à toi, c'est ton argent, attention, c'est à toi de l'investir. Tu ne leur donnes pas à eux, tiens, voilà. C'est parce que tu le payes. Et donc, tu dois leur donner proof de ça, la preuve, etc. Et donc, je les ai montrés. En fait, les 500 000, même, comment dire, moi, je ne les avais pas cash. Moi, j'ai plusieurs immeubles. Et un immeuble, j'ai tapé dedans. À l'époque, les taux d'intérêt, c'était à combien? À 2%. J'ai pris les 500 000 comme seconde en cours dans un des immeubles que j'ai. Exemple, tu as pris comme une sorte de marge hypothécaire associée à l'immeuble? Voilà. En fait, quand tu as de l'équité, comme vous l'appelez au Canada, quand tu as de l'équité dans ton immeuble, imaginons ton immeuble, il vaut 1 million, toi, il te reste que 200 000 € de crédit. Ça, c'était où? Luxembourg ou en Belgique? Belgique, toujours. Donc, ça veut dire que c'est... Parce que je ne suis pas sûr que c'est possible en France. J'ai l'impression que peut-être c'est un truc purement belge. Non, même en France, c'est possible. En fait, le truc, c'est que ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible en France, etc. Parce que souvent, les gens, ils n'ont pas beaucoup d'équité. Tu sais, quand tu as de l'équité dedans, dans un immeuble et que tu n'as que 30% de l'encours, tu vois, 40%, il faut te dire, la banque qui va financer le second encours, il faut toujours calculer leur risque. Le risque, c'est que s'ils me prêtent sur ce second encours, sur cet immeuble, le risque, c'est qu'ils sont protégés par l'immeuble parce qu'il y a encore de la valeur. Ça veut dire, même en ajoutant les 500 000, tu as encore de la valeur. Il y a encore 300 000. Ça, c'est déjà une chose. De deux, j'ai plusieurs immeubles chez eux aussi. Donc, tu as d'autres collatéraux, quoi. Même si ça avait été aux États-Unis, c'est juste que c'est en France. Si ça avait été aux États-Unis, non, je pourrais, sur base de ça, même sans hypothèque, je peux aller voir ma banque, je leur dis, écoutez, j'ai besoin d'une ligne de crédit de 300 000, sans donner même de raison, ils vont me les donner direct. Tu vois. C'est les têtes, tu vois. Et que moi, tu dis que ça t'a coûté 2-3%, que 2 à 3%, c'est ça? Ouais, 3%, c'est un crédit hypothécaire. Donc, on a dû faire un second encours sur l'immeuble. Attends, magnifique. Un autre truc que j'ai fait. Non, on a fait un second encours. Ça, c'est avec une banque que j'ai fait.
En venant ici, j'avais peur aussi parce que le coût de la vie commence à devenir cher. Parce que je voyageais ici, je venais, franchement, c'était cher. J'allais payer un loyer élevé au centre-ville, j'allais payer un bureau, etc. Je me suis dit, il faut que je prépare mon cash flow. Et donc, ma peur, c'était de devoir travailler les premiers 6 mois, de devoir travailler les premiers 6 mois. Parce que je me dis, c'est les 6 mois où je dois apprendre. Si je travaille, je tombe dans le même maras que tout le monde et donc c'est moi. Et donc, mon but, c'était d'augmenter mon cash flow. Donc, en plus d'avoir les 500 000, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai négocié avec ma banque pour l'immeuble, le premier immeuble que je t'ai dit. Je remboursais 800 par mois. Maintenant, l'immeuble, il générait plus de 5 000 et quelques par mois. Il y avait encore un appart à rénover. Maintenant, c'est beaucoup plus élevé. Et bref, en fait, vu que je voulais avoir du cash flow, ce que j'ai fait, j'ai négocié avec ma banque pour que je paye que les intérêts pendant 2 ans. Comme ça, tu avais le surplus là que tu pouvais utiliser pour vivre. Voilà, le surplus là, ça me permettait de. Voilà, le surplus, ça m'a permis de rénover la première maison que j'ai achetée ici en arrivant ici. Ok. En fait, il faut savoir aussi, moi, j'ai des plans que je vais faire, mais il y a des circonstances qui arrivent. Moi, je suis un homme d'opportunités. Ça veut dire, mon plan, il va être, OK, j'arrive au States, je vais construire des maisons, etc. Le plan est clair. Mais le lendemain, j'ai la capacité à rencontrer des gens comme ça, bam, je crois que cette personne, c'est le plus grand développeur d'ici. Je crois ça. Et donc, je suis tombé sur un agent immobilier qui est d'origine africaine, East Africa, qui est le plus grand agent connu d'ici. Et je tombe sur lui, je lui dis, écoute, je cherche une maison, etc. Lui m'a dit, écoute, si tu cherches une maison à acheter parce que ton loyer est cher, il m'a dit, cherche vers ce quartier-là. Tu vois, il a dit, c'est bien, il y a une bonne communauté, etc. Ça peut t'intéresser. C'est une maison que tu as vue que j'ai vendue là récemment. En fait, comment je l'ai trouvé, la même méthode. Donc, moi, j'arrive, mais à l'époque, c'est qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi c'est pas comme en France? Parce que tu connais le portefeuille des gens. Il suffit que je regarde une zone, je sais quelles sont les personnes qui n'ont pas payé leur crédit depuis 3 mois, qui n'ont pas payé l'eau. Tu vois, les données sont publiques. Tout est. Tu vois, en Belgique ou en France, tu ne peux pas le savoir. Il faut connaître les voisins. Avec ces signaux faibles là, tu peux sentir un peu la température. Il faut frapper aux portes, il faut frapper. Ouais. Ici, je peux savoir si tu as divorcé. C'est au public record. C'est incroyable. Attends. Si tu n'as pas payé ta facture d'eau, au bout d'un moment, ça va au public record. Si tu as acheté une maison, je sais voir ta maison, je sais voir combien tu l'as acheté, quel est le crédit et quel est même le gars qui t'a prêté. Tu adaptes le discours parce que tu arrives au moment où tu sais exactement quelle situation la personne traverse et tu lui dis ce qu'elle a besoin d'entendre pour faire ce que tu veux, quoi. Voilà, et donc moi, je m'amusais sur ça. Je prenais des listes des gens qui sont en pre-foreclosure, qui n'ont pas payé depuis 3 mois. Divorcés, je couplais et décédés, tu vois. Je couplais en même temps. Si je prenais ces données, je disais les 3 en même temps. Je relevais et parmi ces données-là, je prenais juste ceux qui sont sur le marché. Parce qu'ils allaient sur le marché. Moi, je ne peux pas accéder à off-market. Je ne savais pas. Je connaissais personne ici à off-market et tout. Et donc, j'allais sur Zillow, je regardais. S'il est sur ma liste et qu'il est sur Zillow, j'irai à fond. Et donc, j'ai vu cette maison-là, elle était sur Zillow à vendre 350 000. Et moi, je regarde, c'était sur ma liste. Je savais, il y avait quelqu'un qui est décédé, ils n'avaient pas payé le crédit. Il y avait tous les problèmes, c'était red flag, tu vois, c'était red flag, 5 red flags. J'utilisais un fichier Excel, mais tu vois, qui s'update et m'amène tous les red flags. Bref. Je leur fais une offre, ma première offre, elle était à 200 ils étaient vendus à 350. J'ai regardé, franchement, maison intéressante. Ma première offre, elle était à 260 000. Mais attention, je fais l'offre avec la maison. Je vais la regarder, j'aime bien quand même. C'est un beau quartier, c'est tranquille et tout. Quelqu'un fait une offre aussi. Au final, la personne, elle leur dit 315 000. Et donc, eux, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, mais est-ce que tu es intéressé à plus? C'est là que j'ai dit, je peux augmenter mon prix. J'ai augmenté mon prix parce que je voulais vraiment la maison. J'ai un big buy et tout. J'ai augmenté mon prix à 310 000. OK? Ils ont refusé, ils ont quand même pris le gars à 315 000. OK? Ils vont sous contrat, ils ont fait l'inspection, ça n'a pas marché. Ils avaient un problème. Okay. Et donc, le gars, il a laissé le contrat. Et donc, ils sont revenus sur le marché. Et donc, j'appelle mon agent. Je lui dis, il faut qu'on aille le revoir. On va le revoir. Même là, maintenant, je savais qu'il y avait des problèmes Ils avaient un peu fait des recherches, il y avait des problèmes d'humidité, etc. Donc, j'ai tapé sur ça. Pour moi, ça, c'est rien. Ça. Je me disais, je vais démolir ça dès le premier jour. C'est pas un souci. Et donc, je fais faire des devis du gars qui doit enlever l'humidité. Il me fait un devis à 12 000. Je ne comptais pas faire, hein, mais ça m'apprenait. Les Américains, ça. Ici, il y a beaucoup d'escrocs ici. Il faut le savoir. Ce n'est pas le même niveau qu'en France. Il y a énormément d'escrocs. Il faut vraiment être éveillé, tu vois. Sinon, tu vas te faire, tu vas te faire arnaquer un truc de fou. Bref, il arrive, devis à 12 000 balles. J'ai utilisé ce devis-là pour négocier
Et donc, j'ai acheté la maison pour 270 000 balles. Et donc, je l'ai vendu récemment à 460. Je l'ai vendu à 200, j'ai acheté à 270 000 balles, mais un critère important. Aux États-Unis, tu peux acheter ta première maison avec un FHA programme. Où Ok, tu mets c'est quoi ça? 3,5%. Tu le connais? Un peu comme la SHS Et en fait, au quand tu Canada. viens d'arriver aux États-Unis, tu peux qualifier de ce FHA. Il y a un programme FHA spécifiquement pour les gens qui viennent d'arriver aux États-Unis. Moi, je voulais rien mettre sur la maison. OK? Donc, j'ai négocié avec le seller. Lui, il a payé les closing costs. Ça veut dire, dans la négociation, je l'ai acheté 270 000, mais lui, il a payé aussi les frais de notaire. C'est comme si je l'avais acheté à 260 000 parce que les frais de notaire. On ne parle pas du crédit vendeur, là. Voilà. Et en plus, moi, j'avais 3,5% que je devais mettre. C'est juste ça que je suis venu sur la table avec 8 000. Le plus dur, c'est que c'était un crédit Bank of America. Ils ont dû remonter mes salaires depuis tous mes revenus. Je devais redonner tous mes revenus, même au Luxembourg, sur les 3 à 4 dernières années. Ouais, parce qu'il fallait qu'ils fassent l'underwriting pour voir si vraiment j'ai la solidité, parce que j'ai pas de travail. Tu sais, je finance avec tu vois ce que je veux dire? Et donc, le gars qui a structuré ça, on a structuré ça comme si j'avais un travail, quelque part. Parce que j'avais quand même des revenus. Ouais. Ça, oui, avec le truc joué entre les lignes. les 5 000 là, au niveau du Luxembourg que tu avais négocié pour payer que parce que en fait, les Américains, ils sont durs parce que tout ce qui vient, de l'extérieur. Tu vas montrer, tu vas montrer, j'ai des emails, ils vont dire non, on s'en fout. Tu vois. Par contre, ils vont prendre en considération justement la crédit, ils vont dire, okay, on va voir, on va juger qu'est-ce qu'il a comme cash. Ou ils voient de l'argent qui arrive du compte, d'un compte à toi, mais tout l'argent qui venait sur mon compte, moi, je devais justifier ce compte-là et montrer tout. Tu vois, parce qu'ils ont envie de savoir. Tu vois, ils ont envie de. Bref, j'ai réussi à le financer, j'achète la propriété. Pareil, premier jour, j'avais rien à faire. Tu sais, ça faisait 3 mois que j'étais ici, j'avais rien à faire de mes journées. Dès les 3 premiers mois, tu as acheté directement. Ouais, j'ai acheté, je suis arrivé en août et en fin novembre, j'ai acheté. Je closais. Et donc, premier closing, pareil, c'est comme ça me rappelait l'ancienne. Je connais rien, je vais chez le notaire, il parle, bref. Toutes ces procédures-là, tu sais, les procédures ici, ça va vite, tu vois. Donc, tu te fais appeler par beaucoup de gens. Oui, vous devez faire ci, tu as plein de tasks, tu sais, c'est pas à la tranquille, tu vois. Ça va vite, quoi. Au bout d'un mois, close, je me retrouve avec la propriété, bam, OK, j'ai démoli un peu. Comment j'ai commencé à découvrir que les Américains, c'était des escrocs. Voilà, j'avais fait le devis médité, le gars, il m'a dit 10 000. 12 000, ouais. C'est des plaques de plâtre. La construction ici, c'est qu'un bois à l'intérieur. Donc, il n'y a rien qui puisse me faire peur. Moi, j'ai travaillé sur du béton. Tu vois, donc, ça, coup de marteau, tu enlèves ça, voilà. Bam. Après, j'ai rénové. J'ai ouvert le salon et j'ai un peu rénové la cave. J'ai enlevé l'humidité et j'ai loué. Il faut savoir, je payais un crédit de 1 600 et quelques dollars par mois. C'était pas pour vivre, t'as pas vécu à l'intérieur ou t'étais en coloc? Non, attends, j'ai loué d'abord le basement. J'avais toujours l'appart. J'ai loué d'abord la cave. Ensuite, plus tard, j'ai rendu l'appart et je suis venu vivre dans la maison. Et c'était grand. C'était une maison, enfin le top de la maison, la cave en fait. Ici, on appelle ça basement. C'est accessible. Attention, c'est nickel. C'était 2 chambres et tout. Moi, je vivais dans la maison, 3 chambres en haut et 2 salles de bain et demi, plus un jardin. Et donc, ça me permettait un peu d'avoir un espace, tu vois. Mais je ne payais pas de loyer aussi. Tu vois, je payais pas de parce loyer. que c'est le mec qui paye. Donc, quelque part, je m'étais habitué un peu à vivre dans un plus grand endroit en fait. Et ce qui comptait, c'était le quartier. L'endroit est stratégique parce que dorénavant, tous les flips que j'allais faire, ils allaient vers cet endroit-là, en fait. C'était aussi ciblé tactiquement pour les prochaines acquisitions, quoi. Ouais, donc, habiter à côté de la zone. Voilà, parce que c'est fait comme un. Un quadrille. Ouais, voilà. En fait, là où j'habite, le premier flip le plus proche de moi, il n'est même pas à 1 kilomètre. Ouais. Incroyable. Waouh. Ouais, donc, parfois, j'y vais, mais j'ai rien à y faire. Hein. C'est juste, je vais y aller juste pour décompresser. J'ai passé le temps trop devant l'ordi, tu vois. Mais donc, il faut savoir, là, en ce moment, je suis en train d'en faire 11 en même temps. Donc, il y en a sur DC, il y a sur Capitol Heights, il y en a un peu partout. Mais vu que c'est DC, c'est petit, ça reste une zone très courte. Ouais, tu peux rejoindre chaque axe là de rapidement. Donc, et cette opération-là, tu disais tantôt que la partie que tu as mis en location finançait complètement. Moi, finançait le crédit totalement, même plus que ça. Et je n'ai pas payé de loyer pendant longtemps. Tu vois. C'est incroyable. Quand je vis au States, je ne paye pas de loyer. Ça fait bizarre. Ouais, non, mais je ne paye pas de loyer. Non, je paye pas de loyer. Mais j'ai vu le coût augmenter quand même. Les courses, là, ouais, les courses, c'était cher. Moi, je dépense $500 en courses, juste, tu vois. La viande, c'est cher. Les œufs,
que tu achètes là en Allemagne, là, je sais pas, ou $3. Ici, c'est $9, attention. Hein. Oh, les œufs, c'est cher. Il est arrivé à un moment où il n'y avait plus d'œufs même. Je disais, non, mais je me demande, est-ce que ça vaut le coup d'acheter des œufs? Parce que je regardais, tu sais, il y a eu un moment, il y a eu une crise là, vers cette année-là. Les œufs, ils coûtaient tellement cher. J'allais dans le rayon, tu regardais, bah, les œufs, c'était $15. Tu vois, je regarde, il y a 12 œufs, c'est $15. Est-ce que ça vaut le coup de manger des œufs encore? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui donne plus de protéines à ce prix-là? Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens. You know. Laisse tomber, laisse tomber. Bon, le coût de la vie est cher. Franchement, le coût de la vie est cher aux États-Unis. Right. Donc, cette opération-là, donc, tu fais cette opération, mais est-ce que tu sais que tu vas plus enchaîner sur une stratégie de flip ou alors une Ça, c'est une combinaison avec du stratégie buy de and hold? Ça, c'est une stratégie d'office que je compte faire même tous les 2 ans parce qu'avec un FHA, je me tue un half. Et l'argent, je gagne un profit derrière en ayant vécu un an. Tu sais, j'ai gagné sur celui-là un peu plus de $100 000, tu vois, de profit après avoir loué sans vécu dedans et logé, nourri. Et $100 000 qui ne sont pas imposables. Oui, parce que c'était ta résidence principale. Exactement. Et en fait, j'ai envie de trouver la même chose, mais dans un prix plus élevé. Tu vois. Et donc, en fait, ça me permet d'accumuler du patrimoine au niveau privé. Tu sais, c'est bien d'avoir du patrimoine professionnel, tu sais, les LLC, les trusts, etc. Mais c'est bien d'avoir du patrimoine privé. Privé, c'est-à-dire moi, JT, Mogabo, il y a de l'argent dans mon compte. Que tu puisses servir de garantie pour les LLC, quoi, entre guillemets. C'est vrai que ça, ils ne mettent pas ça sur le papier, mais ils regardent et ça donne plus de confiance, quoi. Voilà. Ou même parfois, même, je peux avoir beaucoup de cash sur ma LLC, mais je n'ai pas forcément envie de me virer. Si je me vire, il y a les cotisations patronales, etc. Voilà. Tu vois. Et tu as tous ces problèmes qui arrivent. Ouais, Complètement. Et de là, dans ta strat, tu fais que du fix and flip ou alors tu fais quand même du buy and hold. Je dis, quand tu dis tu vas faire ce type d'acquisition, dès lors que tu as déjà une ou dans laquelle tu vis, ben forcément, l'autre, tu es obligé de mettre en location, même si tu l'achètes en nom propre. Je dis, est-ce qu'il y a une ambition de accumuler du patrimoine en gardant aussi des propriétés que tu achètes et rénoves, où le but, c'est vraiment d'aller chercher je sais pas, de l'accumulation primitive de capital, quand on allait chercher rapidement les 10 millions en faisant des opérations, en faisant de la vélocité, où tu vas très vite faire du cash accumulé, du cash, et puis je sais pas trop où le placer, quoi. En fait, j'ai envie de comprendre. Non, en fait, moi tout ce que je fais, c'est il y a toujours une stratégie derrière. C'est toujours vraiment codé, stratégisé, processisé. Et en fait, le premier, c'est le flip. En fait, le flip, ce que je fais, moi, c'est le premier. Moi, je m'entends sur les flips, je me dis, il faut que ça me gagne un certain nombre de chiffres. Tu vois, l'année prochaine, je me dis, si je fais 3 millions en flip, c'est bon. Tu vois. Mais mon but dans les flips, en fait, il est différent. C'est que je fais des flips, mais il faut savoir, tu sais, tu gagnes de l'argent, c'est de l'argent actif. Parfois, je fais des flips où je rénove en 2 mois. Tu gagnes de l'argent, c'est fortement taxé. Sous condition, si c'est que c'est voilà, c'est réinjecté. Taxé, tu vois, parfois, ça peut être même 36%. Moi, et donc, ce que je fais, c'est que je vais faire un flip. Hein? Flip numéro 2. Enfin, je vais faire un flip. Je fais un 1031 exchange. 1031 exchange, je ne sais pas si tu connais, c'est une méthode qui permet de différer l'imposition si je réinvestis dans l'immobilier dans les 45 jours après le closing. OK. Donc, je fais un flip. Imagine, je fais 100K. Si c'est quelqu'un de normal, je prends les 100K et voilà, je me paye, je donne au fisc 36K et voilà. Tu vois. Sinon, je fais ce flip-là, 100K. Et je fais un 1031 exchange, j'investis dans une autre propriété. Maintenant, ces 100K deviennent 200K. Okay? Je fais un autre 1031 exchange. Maintenant, j'arrive à 3, ça fait 300K, n'est-ce pas? Maintenant, une fois que j'ai rénové 3 propriétés, à chaque fois, moi, j'en achète une cash. Tu vois. Maintenant, je vais prendre une propriété, par exemple, je vais trouver une maison, je l'achète cash. OK? Et maintenant, en fait, moi, mon profit, je le sors via la dette. Tu vois? Ça veut dire, maintenant, la propriété que j'ai achetée cash, je vais demander un prêt contre cette propriété. Comme ça me reconstitue mon cash et je peux continuer. Comme ça me permet d'enlever la tax liability. Tu vois, en fait, tu as toujours une liability. Tu as la liabilité opérationnelle, tu as la liabilité de taxe fiscale, il ne faut pas l'oublier. Et tu as aussi la liabilité qui peut venir aussi, on va dire, des choses, des imprévus. Tu vois. Mais le taxe, c'est une liability. Si tu arrives à le contrôler, ça te permet de devenir plus riche plus rapidement. Tu vois. Et même 100 000 taxés, non taxés, ils vont générer beaucoup plus. Et en plus, moi, au lieu de, si j'achète un rental, j'ai fait 3 flips, j'ai 300K, j'achète un rental à 300K, je ressors dedans 250K, je ne suis pas taxé sur les 250. La maison, elle existe toujours. Je continue à faire mes 3 flips. Donc, une fois tous les 3 flips, c'est ça, moi, je fais
Je continue, C'est pour ça que tu l'achètes en nom propre, parce que c'est facile de le sortir. Non, j'achète toujours en LLC. Moi, je préfère plus rien posséder. En nom propre, j'ai des choses en nom propre, hein, don't get me wrong. Mais à mon niveau, tu vois, c'est pas trop intéressant de posséder trop de choses en nom propre. Okay. Tu vois, moi, j'ai un trust, tu vois, en fait, parce que les avoirs, tu peux les cacher aux États-Unis, tu sais. Donc, j'ai ce qu'on appelle un trust, et ce trust, il a plusieurs LLC. Moi, je suis juste un bénéficiaire de ces LLC. Je suis le contrôle, en fait. Je suis quelqu'un qui contrôle ces LLC-là. Ouais. Mais les LLC sont détenus par le trust, quoi. Ouais, par le trust. Le trust qui est à moi. Et donc, demain, je peux virer. Je peux me payer de n'importe quel LLC, attention. Et le trust, il est aux États-Unis? Oui, il est aux États-Unis, ouais. OK. Ouais, toujours. Enfin, aux États-Unis. Et en fait, c'est de l'optimisation, vraiment. Non, je comprends. C'est-à-dire le but du jeu de différer le paiement des impôts pour aller sur une nouvelle opération, c'est pour c'est pour contourner cet impôt. Contourner, c'est légal. C'est pour accélérer la richesse. Accélérer la richesse, mais en fait, tu ne vas jamais la payer, quoi. Parce que tu vas retirer l'argent sur ton le jour où tu vendras, tu dois payer. Mais comme le but, c'est pas de vendre. Tu vendras la maison cash, la maison que tu as acheté cash. Le jour où tu la vendras, là, tu vas prendre plein. Mais le but quelque part, c'est pas de vendre. En tout cas, c'est de détenir. L'immobilier, c'est pas pour. Nous, on fait l'immobilier pour la dette. Moi, je fais l'immobilier sérieusement juste pour la dette, tu vois, parce que ça me permet de contrôler les choses, tu vois. La même maison, je peux aller, je prends un financement contre cette maison-là à 6%, ce qui est élevé. Avec ça, je vais construire un truc au Rwanda, un immeuble, par exemple, au Rwanda. C'est une économie à 18-19% en termes de. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je suis gagnant quand même. Ça veut dire, si tu offres cette opération, je suis gagnant. Je fais que de bouger les dollars ou l'argent. Tu vois? Super intéressant. Waouh. OK. Donc, c'est du haut niveau. Je te prendrai, je te dirai l'arbitrage que je fais sur les devises, mais ça, c'est un autre sujet. Tu vois, on n'a pas envie de blinder de trop d'infos. Mais comment dire? Mais en fait, en bref, ça me permet d'accumuler du capital beaucoup plus rapidement. Tu vois? Parce que maintenant, le capital, il est dans les maisons. Mais ces maisons-là, j'emprunte. Tu sais, les riches, ils empruntent contre leurs assets. Je n'ai pas besoin de. Et donc, du coup, moi, au niveau privé, il faut toujours penser au niveau privé. Si tu as une société qui gagne beaucoup, tu n'as pas besoin d'avoir un énorme salaire. Je n'ai pas besoin d'avoir. Pourquoi? Parce que déjà, ma voiture, elle appartient à ma société. Le téléphone, il appartient à ma société. Même tout. Qu'est-ce qui m'appartient là, ici? Je ne sais pas. Je n'ai pas besoin que ça m'appartienne. Pourquoi? Même certains de mes habits ne m'appartiennent pas. Tu vois? Au final, on s'en fout tant que je les contrôle. Non? Complètement. Ouais, c'est pour ça que je sais, souvent j'ai du mal avec quand je parle avec mes frangins, les Africains, ils disent, ouais, mais pourquoi tu ne prends pas un tonneau? Je lui dis, mais est-ce que ça a une importance? La même voiture tu vois, la même voiture Guy ou la même voiture Guy LLC, c'est la même chose. Tant que tu peux démarrer la clé, mettre l'essence et voilà. Yes. Donc, sur ces opérations de flip, tu le fais à titre perso, mais également tu le fais aussi pour des tiers. Exactement. Donc, et pour des tiers, ce n'est pas forcément des personnes qui résident aux US. Tu as plein de personnes qui résident en Europe avec qui tu fais affaire. Donc, comment est-ce que justement un investisseur international, que ce soit au Canada, en Europe ou en Afrique même, peut-il entrer légalement et efficacement dans ce jeu, quoi? Ouais, voilà, c'est bien, c'est un très bon sujet. Justement, pour recontextualiser d'abord, en fait, après 3 ans, maintenant, j'ai fait plusieurs flips et tu vois, ça m'a poussé à régler certains problèmes. Que ce soit avec la construction, que ce soit avec le listing. En fait, j'ai dû travailler tous les aspects, que ce soit l'acquisition. Et donc, en fait, ça m'a permis de comprendre le problème que les investisseurs ont. Parce que moi, je les ai, ces mêmes problèmes-là. Tu vois? Déjà, la fiabilité des gens, avoir les bons deals, le fait que les constructeurs ne sont pas sérieux, etc. Et donc, à force, en fait, j'ai commencé à avoir des gens qui me sollicitaient. Ils me disaient, écoute, JT, c'était individuellement d'abord. JT, j'ai besoin d'investir aux États-Unis, donc c'est un pote. Je lui facilite, fait un investissement, je vois, il fait du profit, j'ai dit, tant mieux. En fait, lui, il m'a dit, tu devrais faire un programme. C'est un pote à moi qui est au Luxembourg. Et donc, j'ai décidé de faire un investor programme où je lui ai dit, écoutez, tu es en Europe, tu es en France, tu es au Luxembourg, tu es où? Tu as 100 cas dans la banque qui dorment. Tu ne sais pas où investir parce que l'Europe, en ce moment, voilà, il ne veut pas fort d'investir. Investir aux États-Unis, on crée ta propre LLC, tu flippes une propriété, tu fais 100 cas de profit. Ça te prendra beaucoup moins de temps que les ratios que tu dois faire à louer à Saint-Étienne pour 10%. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Ouais,
Ouais, donc là, on l'a fait, on a commencé. Et là, donc, en fait, c'est très récent. Ça a commencé exactement il y a 1 mois et demi. Là, on a déjà 4 investisseurs. Donc, il y a un pharmacien, par exemple, qui est en France, qui lui m'a contacté via Insta. Là, on a acheté un bien pour lui, on est en train de le rénover. Il y a une dame que j'ai croisée, qui est agent immobilier, on est en train de faire pour eux. Et en fait, je reçois beaucoup plus en plus de demandes, mais en fait, j'ai une équipe qui est tellement grosse qu'en fait, on aimerait avoir plus de gens qui investissent. Non seulement nous, ça leur permet de continuer à les accompagner, donc à exécuter les deals, faire des profits, mais ça me permet aussi d'augmenter le volume de travail, donc diminuer le prix des matériaux. Complètement, de donc, faire de l'économie d'échelle, quoi. Voilà, donc typiquement, les prix de construction qu'on donne à nos gars, bah, c'est des prix internes, c'est des prix qui vont être bas, tu vois, parce qu'on arrive à gagner de l'argent, tu sais, avec Home Depot, etc., tout ce qui est des contracteurs. Et donc, du coup, bah, on a la pipeline qui permet d'investir aux États-Unis. Si, par exemple, toi, tu es Guy, tu es en Allemagne, tu as envie d'investir aux États-Unis, on crée la LLC, où tu t'achètes le deal, tu n'as même pas besoin d'être sur place pour close sur le deal. Et peut-être tu ne verras même jamais la maison, mais tu verras les opérations. On a un système qui te permet de te donner des updates. Et voilà, on travaille quand même, on travaille dans le but d'accélérer pour que ton argent ait le plus de cash on cash return par an. Yes. Et le but du jeu, c'est vraiment de rester sur des opérations de fix and flip. C'est pas du buy and hold. Voilà, non, tu peux faire buy and hold tout. Le souci, c'est que moi, je m'adapte surtout à l'actualité, aux stratégies. Tu sais, les stratégies reflètent souvent l'actualité. À ce moment, buy and hold, c'est devenu compliqué. Tu vois, les loyers sont très élevés, mais les prix sont encore élevés. Donc, tu n'as pas le rendement que tu pouvais avoir encore il y a longtemps, à moins de tomber sur un bon deal. Et donc, quand tu as un buy and hold, nous, on le met dans une catégorie spéciale parce qu'on doit identifier le bon deal et tout qui va avec. On a aussi des clients buy and hold. Mais qui s'occupe de la gestion, par exemple, si jamais la personne décide de. Ah non, on a tout un network. Par exemple, tu sais, pour pouvoir faire l'opération, déjà, ça demande un bon lender. On a un bon prêteur d'argent. D'ailleurs, en fait, d'abord, ma société d'acquisition, elle trouve le deal. On a un bon prêteur d'argent. Lui, il va te prêter en général plus que la plupart, même les lenders canadiens vont te donner. Tu vois. Parce que lui, il fait partie de notre programme et donc, on lui a promis le volume et donc, lui, il fait des concessions. Ça veut dire que tu ne passes pas par la banque parce que vu que tu n'es pas au state, tu n'as pas les éléments pour te faire qualifier. Non, on n'utilise jamais les banques. Non, les banques, ils prennent trop de temps. Nous, on est des hommes d'affaires. Les banques, ils prennent trop de temps. Les banques, c'est sur du long terme. Nous, un prêteur, par exemple, quand on trouve un deal, en fait, il faut comprendre, c'est tellement recherché que si le deal est bon, en 2 heures, il est parti. Même moins, même 15 minutes, ça peut être parti. Ouais. Donc, le prêteur privé, lui, il est là justement pour servir d'intermédiaire. Le prêteur privé ou d'intermédiaire, mais de faire les choses aller vite. Tu sais, ils amènent la liquidité. Ça veut dire qu'il va te facturer plus en termes de taux d'intérêt, mais tu vas close en l'espace de 5-6 jours. Tu vois. Il va te donner l'argent pour la construction beaucoup plus rapidement. En fait, les banques, on les utilise plus quand tu as besoin d'une vraie ligne de crédit, genre une grosse ligne de crédit, $1 million, où ils vont prendre des documents, etc. Nous, le prêteur d'argent, il se demande un seul truc. Il faut que le deal soit bon et que tu aies le cash pour pouvoir close et payer les mensualités pendant qu'on est en train de rénover. Mais comment il fait pour te qualifier? Comment, imagine que toi, nous, il faut que nous, on trouve le bon deal. Comment il fait pour le qualifier? Lui aussi, en fait, tout est redonné public, non? Nous, on sait regarder quel prix. Si tu viens dans ma formation, tu verras comment on sait voir quel deal et combien ça vaut. Non, moi, je parle de la personne qui rentre. Comment on sait que lui, il est crédible? Parce qu'il peut venir et derrière, il ne sait pas payer les mensualités. Non, il regarde la liquidité. On regarde la liquidité. Oui, je veux dire, est-ce que le simple fait qu'il vienne avec un apport, avec une mise de fonds, ça fait le job? Si derrière, je ne sais pas, puisqu'il y a des mensualités qu'il doit payer jusqu'à ce que le flip se fasse. Il va te demander une certaine liquidité. Il va demander un bon deal plus une liquidité, peut-être $100,000, etc. $100,000, mais pour close, tu n'auras besoin que de 50, par exemple. Ok, je vois. Donc, ce que tu payes, en fait, c'est pour pouvoir tenir la période pendant laquelle l'opération dont on va faire l'acquisition, la réno jusqu'au flip. Tu payes des intérêts mensuels qui sont l'équivalent de 1% du prix total. Ok, je vois complètement. Les personnes, donc, elles n'ont pas besoin d'être sur place, comme tu disais tantôt, elles peuvent complètement être à distance et pourvu qu'elles puissent au moins avoir de la liquidité à hauteur. Là, on parle des deals où il faut que la personne vienne avec un apport minimum de combien? En fait, ça dépend. Si tu es aux États-Unis, il ne te faudra pas grand-chose comme apport, parfois même zéro, parce qu'on a des très bons deals.
Oui, j'ai plein de deals. Moi, je close avec 0 apport. Il y en a beaucoup. Mais pour quelqu'un qui est à l'extérieur. Quelqu'un qui est à l'extérieur, imagine, tu es au Canada, dépendant du deal, je pense qu'il faut avoir entre 100, 120. On est déjà dans les prix d'entrée, dans les deals d'entrée sur DC. 100 et 120, comment ça marche? 100 et 120, ça va nous permettre d'avoir, et ça permet de montrer au lender que tu as la liquidité pour close sur un deal où l'argent que tu devrais mettre sur la table serait 50 000, 60 000. OK. Et maintenant, ce type de deal-là, c'est une propriété qu'on achète, on va dire, à 200 000. Il y a un prix de rénovation d'environ 70 000, on va dire. Et à la revente, tu vas revendre 450. Ah oui, quand même. Ouais, toi, même après, tu enlèves les frais d'agent, etc., etc. Donc, ça te fait du 60 000. Les impôts aussi, il y a des taxes que tu dois payer, même si tu n'es pas résident, quoi. Moi, les taxes, tu ne les payes pas tant que tu n'as pas, tu vois. Moi, oui, tu fais justement, ça dépend comment tu diffères le truc pour aller sur une autre opération, OK. Voilà. Tu peux différer, ou même moi, en général, je dis aux gens, prends ton apport, récupère ton apport et continue avec l'argent que tu as gagné, comme ça, voilà. Plus tu as d'expérience, plus c'est facile. Bien sûr, la première opération, quand les gens ils viennent dans le programme, bien sûr que ils vont demander un peu plus d'apport, mais une fois qu'ils ont déjà fait une opération, le prêteur d'argent a plus confiance, donc parfois il va demander juste 10% ou 5%. OK, donc ça joue à la confiance à un certain niveau. Voilà. Okay. Et donc moi, à mon niveau, on me demande rien. Tu vois. OK. Il y a une propriété que j'ai achetée et que je vais acheter, short sale. La valeur après Renault, il est à 620 et je suis en train de l'acheter pour 270 000. Mais je l'ai eu parce que, pareil, c'est un décès, etc., compliqué. Bref, le prêteur, il me prête tout. OK. Et on parle quand même d'un horizon de temps de combien? Je veux dire, si je rentre dans un projet, tu vois, je vis au Canada, je vis en Europe, je vis en Afrique, j'ai mes 100K, 150K que je peux mettre sur la table pour rentrer sur un projet de fix and flip. Le moment où je rentre ce cash-là, quoi, pour avoir les garanties pour être validé par le lender jusqu'à ce que l'opération est flippée et que je reçois le cash dans ma LLC, ça peut prendre combien de temps? Je parle d'un temps moyen. Je sais que les projets sont différents les uns des autres. En fait, moi, je prends juste la construction. La construction prend 4 mois. Et on la remet sur le marché pendant environ 1 mois avant qu'on trouve un acheteur pour avoir un autre mois pour close. Et donc, environ, tu prends un turnaround de 6 mois. Ça, c'est au moment où tu as acheté. Et donc, si tu rentres dans notre programme aujourd'hui, donc au bout de 2 semaines et demie, on te trouve un deal. Après, tu closes 2 semaines et demie après. Et donc, en fait, le tout turnaround, c'est 7 mois, si tu es nouveau. Mais sinon, le processus du flip du début à la fin, du moment où tu as signé le contrat d'option pour acheter la propriété jusqu'au moment où tu signes pour vendre, c'est 6 mois. 6 mois. Avant, c'était beaucoup moins, mais maintenant, on est sur un marché quand même un peu plus lent. Mais nous, au niveau de la construction, on va vite. Désolé, 50 000 en 6 mois, je ne sais pas comment les gens font, mais si tu peux faire 50 000 $ de profit en 6 mois, là, je ne connais pas beaucoup de business où tu es en capacité de marger. En plus, sans toi-même mettre. Non, moi, je fais beaucoup plus que ça. Moi, je fais beaucoup plus. Ça, c'est des trucs de débutants, tu vois. Moi, j'en ai fait beaucoup comme ça. Mais moi, s'il n'y a pas 6 chiffres, je fais jamais je touche jamais. Je le donne à quelqu'un d'autre. Mais c'est incroyable ça. Je peux même te montrer une propriété que j'ai achetée là, 330K, celui-là où je vais faire 200K de profit. Donc la personne n'a rien à faire. Tout ce qu'elle a à faire, c'est dès que tu as coché toutes les cases, feu vert, il envoie le cash dans la LLC créée. Il n'a plus rien à faire. Il attend jusqu'à tout. Voilà. Non, on crée la LLC. Il faut que l'idéal, c'est un gars qui a déjà une LLC, un EIN number. C'est le EIN. Ouais, EIN. C'est l'équivalent du numéro de sécurité sociale. Et sinon, ouais, c'est rapide. Franchement, c'est rapide. Franchement, je peux te montrer des cas où partager mon écran. Bon, on est sur une discussion, voilà. Non, on va pas le faire. Ça, c'est réservé aux personnes qui vont. On va en parler tout à l'heure, comment accéder au programme et tout. Donc. Voilà, c'est un processus très maîtrisé. Du début à la fin, je vais dire. Voilà, quoi. Je le fais comme si je le faisais pour moi. Tu vois. Ouais, c'est du clé en main, quoi. Certaines rénovations durent 3 semaines, mais je dis jamais 3 semaines, il faut toujours dire au client. Pour avoir une marge. Ouais. Moi, je donne toujours 4 mois, je sais que je peux le faire à moins et si on peut le faire plus vite, voilà quoi. Mais en général, c'est quoi, on n'a jamais, c'est rare, mais la plupart des gens qu'on a sont passifs. Je veux dire, ils ne nous appellent jamais pour savoir qu'est-ce qui se passe parce qu'on a un système qu'on partage tout le milestone. Ouais. Et donc, les gens, ils sont étonnés.
Et l'autre fois, j'avais un gars, il me disait, oui, j'ai envie de venir aux États-Unis pour voir la maison. Moi, j'ai dit, bah, vas-y, tu sais, la clé, elle est là dans le système. Il est allé, en effet, il est allé avec sa famille, il était content, voilà. Il a visité Washington. Voilà, quoi, c'est bien. Ça fait plaisir aussi, de quelque part, que les gens puissent toucher quelque chose, tu vois. C'est tangible, tu vois. Complètement. On est presque à la fin, là, JT. Est-ce que je voulais qu'on parle un petit peu quand même rapidement des data centers. C'est quand même un gros cheat code sur lequel tu bosses actuellement. Je pense que j'ai l'impression que c'est ton cheat code pour aller rapidement chercher ce 10M que tu essaies de concocter Ouais, ça c'est sûr. Donc, c'est quoi cette opportunité? Pourquoi cette opportunité? Et en quoi est-ce que déjà, c'est quoi le lien entre des data centers et l'immobilier aux US? Ouais, bah en fait, le lien est très proche. En fait, le lien entre les data, ça lie tout, même les fenêtres, tout ça, c'est des data. Et comment dire, en fait, les opportunités se créent parce que à cause de la décentralisation, toujours, tu vois. Tu sais, je sais pas si tu as vu enfin, on a eu plusieurs périodes de décentralisation où, tu sais, que ce soit Internet ou que ce soit même, tout ce qui est les organisations en général deviennent de plus en plus décentralisées. D'ailleurs, même les monnaies deviennent de plus en plus décentralisées, d'où on voit les tokens comme voilà, les bitcoins, etc. En fait, le edge computing, ce qu'il a poussé, enfin, avant qu'il y ait le edge computing, il faut savoir, tu as ces énormes data centers qui sont un peu partout dans le monde, qui stockent des data, mais qui permettent aussi d'avoir, je vais dire, de contenir des infos. Or, ces data centers, maintenant, ils sont décentralisés parce qu'on a la possibilité, enfin, les acteurs du marché, ce qu'ils veulent, en fait, veulent chacun être en contrôle de ces data. C'est-à-dire, avant, tu pouvais dire, OK, je vais mettre mes data chez EDF, ils gèrent les data pour tout le monde, etc. Mais maintenant, chaque acteur qui a un certain niveau de crédibilité, que ce soit une banque d'investissement, que ce soit même des plus petits officines, ils veulent leur propre data pour pouvoir les contrôler et contrôler la sécurité. Et donc, c'est là que l'opportunité est venue. C'est tout ce qui est les mini data centers, en fait. Donc, beaucoup plus petit que, je vais dire, la taille de 3, 4, 5 immeubles, attention. Mais maintenant, on trouve même des unités encore plus petites. Ça, c'est pas mon domaine. Et en fait, l'opportunité, elle est venue. Pourquoi? C'est un prêteur d'argent qui m'en a parlé. Et lui, il m'a dit, mais pourquoi tu ne ferais pas des projets comme ça? Moi, je te prête l'argent et j'ai des clients. Et lui, il voulait que je fasse la construction. En fait, ce qui manque, c'est les constructeurs. En fait, aujourd'hui, aux États-Unis, si tu as une société de construction, tu es sur une mine d'or. Tu vois, je ne te dis pas le nombre de contrats que je suis en train de signer. C'est incroyable, tu vois. Et donc, du coup, nous, ce qu'ils veulent, en fait, c'est, tu as souvent des sociétés, tu as des sociétés même connues, attention, je ne peux pas te dire leur nom. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu leur construises un terrain, ils ont des spécifications, tu trouves un terrain dans une zone donnée, tu fais la construction, et eux, ils viennent faire la gestion des data centers pour leurs data. Et l'opportunité est d'autant plus grande que, en fait, nous, on est au milieu de l'autoroute de l'Internet. Ici, en fait, Washington, Virginia, ici, c'est là où tous les données qui viennent d'Afrique du Sud, qui viennent d'Amérique pour traverser vers l'Europe, passent par ici. L'endroit, l'épicentre de cet endroit, c'est un endroit qu'on appelle Loudoun County, en Virginia. C'est l'endroit d'ailleurs où les salaires sont plus élevés aux États-Unis. Tu vois, et ça, c'est vraiment le strong tissu économique. En fait, à un moment donné, on disait que même 70% du trafic mondial passe par là-bas. Ouais, quand même. Parce que tous les câbles sous-marins passent par là-bas. Et en fait, imagine même, donc tous les gens veulent être à côté de la source, parce que le plus proche t'es, le mieux c'est. Et même si tu es à côté d'une autoroute, moins la bande, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça en français, en tout cas, tu as une rapidité d'accès la bande passante. Ouais, voilà, la bande passante. Et donc, du coup, bah, ça crée ces opportunités-là où, vu que chaque acteur n'a pas envie d'aller avoir un grand data center, ça te permet de, toi, construire ces data centers-là à un endroit où il y a besoin. Si demain, le gouvernement, il se peut que, je te donne un exemple, hein, tout bête, hein, imagine, le gouvernement français, tu crois que, où est-ce qu'ils logent leur infra de data center? Ils n'en ont peut-être pas. Ils utilisent Google, etc. Tu penses que dans le futur, ça sera possible? Non. Parce qu'au bout d'un moment, les privés ne peuvent pas contrôler ce type d'informations. Et donc, tout ça, c'est des opportunités. Et à mon niveau, moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est je trouve des terrains, je lève de l'argent avec des investisseurs, on fait la construction. Et après, on fait la construction, le second œuvre, pas les finitions. Les finitions, c'est le client qui s'en occupe. Donc, on doit être à côté d'une source d'eau et on doit respecter l'environnement.
tu vois. Mais tu le flippes toujours, tu n'es pas propriétaire de la structure. Si tu trouves le terrain, tu construis, Non, tu non, j'achète délivres. le terrain. Non, là, on achète le terrain. On lève de l'argent, on fait. Oui, je comprends, mais je veux dire, à la fin, le propriétaire, Mhm. c'est la En compagnie. fait, moi, je ne compte pas l'opérer. Après, c'est une question que j'ai réfléchi, mais c'est beaucoup plus technique que ça, en fait. Tu vois. Hmm. C'est vraiment complexe quand Ouais, même. c'est pas le même type de gestion, puisque là, il faut avoir des compétences techniques. Exactement. Et puis même, il y a des gérants maintenant, tu sais, c'est une petite infrastructure. Maintenant, tu as des gérants qui, eux, ils vont te dire, écoute, si tu en as un, nous, on gère. Tu dis à ton client, nous, OK. Ok. Ouais. Et donc, ça crée ces opportunités-là. Et donc, c'est énorme. Et Parce dans que je quelle me dis, mesure est-ce que ça peut justement être accessible à des personnes qui sont à l'international, Canada, États-Unis, Canada, Europe, moi, Canada, Afrique? forcément, partout, il y a de l'infrastructure, l'électricité, etc., ou sur Non, je long veux terme. dire, à ton niveau, comment est-ce que quelqu'un peut rentrer dans ce type de deal? Sous Bah, quel moi, format? en Est-ce fait, qu'ils vont être juste des co-investisseurs, des prêteurs privés? Enfin, comment? ah non, non, là, on co-invest. Là, on crée une structure Mhm. du type fonds, mais qui est exempte d'être en fonds, tu vois. On crée une Ouais. structure Un peu type comme fonds. un SPV, quoi, un véhicule qui va venir se plugger. Exactement. On crée un SPV, mais on crée, en fait, on doit, pour pas avoir à être régulé par la SEC, donc on crée une structure, une exemption spécifique Mhm. qui nous permet d'exécuter le deal. Parce qu'il faut savoir, quand il y a plus de 3 investisseurs dans un projet, là, ça devient ce qu'on appelle une security. Mhm. Donc, Tu peux faut passer par voilà, l'autorité des marchés financiers, quoi. soit régler, voilà. Et en fait, nous, ce qu'on fait, on fait une exemption spécifique qui nous permet de pouvoir quand même faire le projet, mais ça nous empêche pas de devoir rédiger, faire de la rédaction, etc. Mais on D'accord. a un avocat avec qui on travaille qui fait que le coût d'inception du fonds n'est pas si cher que ça. Et là, on parle des investissements de l'ordre de 10 millions de dollars. Mhm. Nous, on se met sur un tour de la table, on est 5 6 personnes et voilà, chacun amène 100 000, 600 000 et le reste, c'est la banque qui va financer. All right. Super Ouais. intéressant, Et ça, c'est franchement. les exits. Non, en plus, ça, c'est clean. Les exits, ils sont clean. Pourquoi? Parce qu'on a déjà le client. Même avant qu'on commence à construire, on a déjà signé le contrat de revente. En Mhm. fait, nous, ce qu'on gère, La c'est le, livraison. sinon, c'est le risque de la construction. Mais Mhm. le risque, il est moindre parce qu'on sait déjà construire. Mhm. Ouais, donc voilà quoi ça. All right. C'est super clair. Si on revient donc sur la possibilité pour les gens justement de co-investir avec toi, donc c'est dans ce cadre-là justement qu'on s'est associé pour donner la possibilité aux gens de pouvoir déjà apprendre par eux-mêmes à faire ce que tu fais, mais aussi pour ceux qui le veulent, ben, de complètement déléguer et d'aller plus sur du clé en main. Donc, pour ça, tu pourras rentrer dans le détail. Donc, on a mis en place une plateforme qui va Mhm. permettre aux gens d'accéder déjà à cette connaissance-là, à cette compétence-là, et également de pouvoir profiter de l'opportunité pour investir avec toi, et même mieux, de pouvoir te déléguer complètement l'acquisition, la rénovation et le flip enfin, clé en main quoi, pour des projets spécifiques où ils seront en capacité d'aller chercher des marges Ouais, ouais, ouais. Franchement, il y a des. d'ingénieurs en un an, en moins d'un an, quoi, tu vois. Voilà, il y a des grosses marges comme ça. Je te dis, le capital permet de faire des choses que parfois on n'est pas limité, tu vois. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il n'y a pas que ça, il y a énormément d'opportunités. Je pense qu'il faut quand même avoir un certain niveau d'avoir, tu vois. Bien sûr. Du moins, il faut être un investisseur qualified investor. Mhm. Qualified investor, c'est quelqu'un qui a un patrimoine de moins 1 million de dollars. Tu Parfait. vois. Donc, Ouais, c'est de passer l'exemption. Et même, il y a des projets, par exemple, là, il y en a un que j'avais, c'est un immeuble à bureau au centre-ville de Washington à 5 millions. La mhm, société qui l'a acheté ne peut plus payer le crédit. mhm. Il y a la crise aussi dans le multifamily. Donc, ça permet d'acheter à des prix bas. Et celui-là, si Yes. on l'achète, on peut le revaloriser derrière, sans travaux, déjà à 8 000, à 8 millions, pardon. Parce Yes. qu'on l'achète en détresse et le prêteur ne peut plus tenir le prêt. Et donc, c'est un short sale, c'est ce qu'on appelle un short sale. Mhm. Ouais. Donc, du coup, quels sont les profils d'investisseurs qui pourraient justement rejoindre ce programme d'accompagnement-là? Je veux dire, c'est pour qui? On s'adresse à qui? Bah, en fait, pour qui je trouve que on s'adresse aux gens qui surtout veulent développer leur patrimoine, qui ont déjà un certain cash à la banque, 100 000, 200 000, qui ont l'impression que ça leur permet pas d'avancer. Mais c'est aussi, ça convient aussi aux investisseurs qui en fait, qui veulent plus de s'occuper de l'aspect de tous les problèmes qui viennent d'investir dans l'immobilier, de voir
faire le suivi des chantiers, etc. En fait, c'est pour quelqu'un qui est passif, mais qui cherche de la performance malgré la passivité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vraiment pour de la performance quand même. Tu vois, je vais dire, ton argent sur une année, tu le doubles facile, je vais dire. Mais il faut comprendre, c'est faisable parce qu'on utilise l'effet de levier. Complètement. Donc c'est pour quelqu'un vraiment qui veut développer son patrimoine, qui, on va dire, je vais dire en termes d'âge, je vais dire notre génération ou plus ou moins bas, mais c'est pour quelqu'un qui ne veut plus être impliqué tous les jours et devoir figure out something, tu vois. Complètement. Ouais. Yes, donc on va vous mettre un lien en description et puis via ce lien, vous aurez la possibilité de rejoindre justement ce secteur privé. Donc forcément, c'est payant parce que on a besoin de filtrer et d'avoir une certaine qualité de personne. Le fait de payer, ça vous donne accès justement à toute cette connaissance-là pour comprendre déjà en détail comment est-ce que ça se fait, comment vous pouvez le faire par vous-même si vous le voulez, mais également l'opportunité de pouvoir le faire avec nous, de confier complètement de A à Z l'exécution par nous. Pour ça, vous aurez un lien en description. On prévoit de faire une série d'événements justement sur ce sujet-là. Et maintenant, pour ceux qui nous suivent au Canada, en Amérique du Nord en général, qui pratiquent l'infinite banking, je pense que vous avez compris tout de suite pourquoi est-ce que ce serait une opportunité incroyable pour vous, parce que vous aurez la possibilité de décupler ce que vous accumulez dans votre système bancaire personnel qui est déjà en dehors du système. Donc, ce serait une façon d'accélérer la vélocité et l'accumulation primitive de capital, c'est-à-dire de continuer via ce que vous allez chercher aux US, de continuer à grossir exactement le levier du levier, si vous voulez, quoi. Donc, pour ça, vous allez avoir un lien en description. Et écoute, merci beaucoup, mon cher JT. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, j'ai quelques questions de fin quand même là. Tu aurais un bouquin à recommander? J'en ai plusieurs en ce moment. Je suis très intéressé par le marketing. Tu sais, moi, mes intérêts évoluent comme ça. Tu vois, donc, mais en ce moment, je suis très à fond dans tout ce qui est avec ça, Mozi. J'aime bien tout ce qui est construire des funnels, etc. Et donc, donc le livre, je ne veux pas le dire, mais 100 millions de leads. Mais sinon, un truc que non, franchement, non. Je ne lis pas. En ce moment, je n'ai même pas le temps de lire, je te jure. Ça va vite. J'aimerais bien. Hein? Je regarde beaucoup de podcasts, par contre. Tu regardes beaucoup de j'écoute beaucoup de podcasts. S'il y en a un je devrais recommander à quelqu'un, c'est pas forcément dans l'immobilier, mais c'est dans le développement personnel, je dirais le Mindset Mentor, tu vois. Mindset Mentor. Right. Ouais. On va mettre ça en description. Rob Dial. Est-ce que tu auras un dernier mot pour cette génération? Quelque chose d'impérissable, une bouteille à la mer? Moi, ce que j'aurais à dire, c'est que je vais dire, malgré l'histoire de ma part que je parlais, etc., là où je suis, les gars, j'aurais jamais pensé être ici. Je vais dire, je suis déjà allé au-delà de ce que je pouvais rêver, donc je suis content. Mais tout ça est venu par le fait que, en fait, il faut toujours garder espoir dans les moments durs. Je vais dire, dans les moments durs, parce que les choses ne sont jamais évidentes. Mais quand tu te fixes quelque chose et que tu as une vision et que tu focalises sur la vision, en fait, elle arrive, tu vois. Et donc, moi, en fait, quand j'ai une vision, il n'y a pas le choix. Ça va arriver, tu vois. C'est pour ça que quand on parlait du programme aider 100 investisseurs d'ici la fin de 2026, ça va arriver. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, en fait, j'ai appris que ton esprit peut créer tellement de choses. You know? Ouais, je partage. S'il y a 4 ans, tu m'aurais dit, s'il y a 4 ans, non, s'il y a 50 jours pour jour, tu m'aurais dit, tu serais aux États-Unis, tu serais en train de faire ci, je t'aurais pris pour un fou. Tu vois? Et donc, changer de paradigme tout le temps, c'est très important, je trouve. Ce podcast s'appelle Débrouillard. C'est quoi pour toi un débrouillard? Ah, c'est comme moi, c'est quelqu'un qui a la dalle, qui ne s'arrête pas, tu vois, c'est quelqu'un qui a la dalle. Qui est débrouillard, ça veut dire que tu peux le mettre en Afghanistan, en plein milieu du désert, il te trouvera l'eau, tu vois. Ouais. All right, merci beaucoup, mon cher JT. On a vu aujourd'hui comment l'immobilier US reste un terrain d'opportunité, comment un flip peut générer l'équivalent d'un salaire d'ingénieur en moins de 6 mois. Et surtout, on a vu que c'est possible pour tout le monde de pouvoir accéder à ça, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Tout le monde peut le faire, sous certaines conditions, bien évidemment. Et c'est pour ça, justement, qu'il existe la plateforme qui a été mis en place avec JT, qu'on a mis en place pour pouvoir donner l'opportunité aux gens d'apprendre d'une part comment le faire, comprendre comment ça fonctionne et complètement déléguer même l'exécution
de cette activité-là. Donc, restez connectés parce que dans les prochaines semaines, JT et moi, on va lancer plusieurs événements exclusifs pour vous montrer en direct comment le faire, comment faire vos premières opérations aux US. Abonnez-vous, partagez cet épisode autour de vous. Et puis, n'hésitez pas à aller sur les différents réseaux de JT. On va mettre ça en description sur Instagram. Il a plusieurs comptes, notamment sur la startup. J'ai oublié le nom, la startup là, comment ça s'appelle pour la livraison des repas. Flipcrib, Flipcrib et Umoja. Yes. Si vous en suivez moi sur les réseaux, sur les réseaux en français, c'est Immobro. Donc, le frère de l'immobilier. Immobro. Il y a JT seulement. Il y a plusieurs comptes. On va mettre tous les comptes parce qu'il y a plusieurs comptes. Il y a aussi parce que comme on ne s'adresse pas que à des francophones, il y a aussi les anglophones. Donc, on va mettre tous les liens en description. Et sur LinkedIn, JT Mugabo. Donc, ça complète, ça te permet d'avoir tout le. Parfait. Merci à tous. Merci, mon cher JT. À tout bientôt. Merci. Prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao, ciao.